France, édité au Jardin des Livres, pour pouvoir détailler comme il se doit sur la planche habillée et autres amuse-gueules du même ordre, on va dire. Voilà, très exactement. Eugène, je te laisse la parole. À toi de démarrer les festivités. Eh bien, chers auditeurs, nous avons l'habitude maintenant tous les ans de faire un point sur l'actualité économique et financière avec notre ami Pierre Jovanovic. Je sais que vous étiez nombreux à nous demander son retour à l'antenne. Je vous rappelle que la dernière fois, son émission a été écoutée et podcastée quasiment à 80 000 fois. Hein, donc, c'est le Stade de France. Quasiment le Stade de France. C'est le Stade de France, c'est ça. Merci. En tout cas, depuis le début de la grande aventure de Méridien Zéro, c'est une des émissions qui a été le plus écoutée et qui a le plus enthousiasmé notre public. Donc là, il y avait une actualité. Le livre 666, comme vient de le dire Wilsdorf. Nous sommes reçus à domicile chez notre ami Pierre. Ça commence très fort. Il a commencé par nous payer un coup de rhum antillais et on a déjà les yeux qui piquent avant le début de l'émission, mais on va quand même essayer de gérer la barre. Alors, la première question que je voulais vous poser, Pierre, c'était à propos de cet ouvrage que vous signez beaucoup. En ce moment, vous faites une tournée en France. Comment vous expliquez votre succès autour de ce livre alors que vous n'avez eu aucune couverture médiatique dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les grands médias ? Je l'explique d'une part parce que la revue de presse maintenant a quasiment 3 millions de visiteurs uniques sur l'année. La revue de presse donc sur quotidien.com, et je la tiens depuis maintenant février 2008, hein, donc n'oubliez pas, c'est avant que Wall Street explose, hein, parce que il a explosé 7 mois plus tard, hein, c'était le 29 septembre 2008. Donc les gens se sont vraiment rendus compte que mon analyse et mon approche étaient quand même extrêmement pertinentes, et bah, du coup on est passé de 300 visiteurs uniques à 3 millions. Et ensuite il y a la radio, il y a mes émissions sur la radio ici maintenant, et puis les revues de presse que je fais avec des invités on va dire de marque, hein, intéressants, aussi bien sur la radio que depuis un peu plus d'un an maintenant sur YouTube. Donc vous avez remarqué la raison du succès, elle est très simple. Vous avez remarqué que sur les télévisions classique des médias, justement, les médias classiques dont vous parliez, il n'y a strictement aucune actualité économique. L'actualité économique, elle est balancée en 2 minutes, hein, voilà. Et après, vous avez, pendant une demi-heure, vous avez la rentrée des classes, vous avez l'arrivée des vacances, les gens qui sont dans les gares, les embouteillages, enfin bref, tout ce qui vous permet de ne pas parler de ce qui touche véritablement les gens, c'est-à-dire cette crise financière absolument phénoménale qui dévore tous les salariés, tous les ouvriers, parce que le chômage ne fait qu'être en constante augmentation. Ils ont beau bidouiller les chiffres comme ils peuvent, éjecter le maximum de monde des listes, ça n'empêche que c'est tout le temps en augmentation. Tant et si bien que les derniers chiffres, je vous donne un exemple très précis, ça date d'il y a 3 jours, les Américains ont balancé leurs chiffres du chômage, en disant que franchement c'est une réussite, etc. Et en fait, quand vous regardez bien, c'est ce que je disais sur la revue de presse de hier, il y a 94 ou 95 millions de gens, 95 millions d'Américains adultes qui sont au chômage aujourd'hui, qui n'ont pas de travail, c'est 1/3 de la population. Les Américains sont 320 millions. Voilà, donc ça vous montre bien que non seulement les gens se sont rendus compte que les médias mentent délibérément, hein. Ils vont vous faire une semaine sur un avion qui a explosé, comme vous l'avez, suicidé, pardon. Mais rien sur tous les licenciements. Les licenciements sont bazardés la veille des départs en week-end. Arriva la semaine dernière, c'était très pratique, c'était jeudi. Hein, ils ont balancé la liste des 4000, 5000 licenciements le jeudi des départs en week-end. Et moi, depuis 8 ans que je fais cette revue de presse, j'ai remarqué que c'est systématiquement comme ça. La veille des départs en week-end, ou alors le 22 décembre, vous voyez, telle grosse entreprise ferme avec 7000 personnes à la rue, etc. Donc ça permet, si vous voulez, de ne pas attirer l'attention des médias et à BFM-VC, iTélé et à tous les autres, France 2, machin, de ne pas faire de direct sur les conflits sociaux. Donc les Français maintenant savent que leur point de rendez-vous, c'est, du moins ceux qui veulent être informés, hein, voilà. Moi je rappelle que sur mon Twitter, il y a 17 000 personnes qui suivent, hein, et que Nabila, hein, allô, t'as pas du shampoing, elle en a 600 000. Donc bon, ça vous montre, ça calme, comme on dit. On voit bien que l'intérêt de la plupart des gens, si vous voulez, sont. Mais Dieu merci, il y a encore des gens qui réfléchissent, et eux, effectivement, leur rendez-vous hebdomadaire, c'est sur la revue de presse du quotidien.com, et ensuite les émissions en podcast avec vous, à la radio, un peu partout. La radio, justement, vous parliez d'une radio, laquelle ? C'est la radio ici maintenant, bien sûr. C'est la radio. Fréquence
95.2, donc c'est Paris, région parisienne, mais donc c'est une fois par mois et je c'est retransmis ensuite sur Internet aussi bien en direct qu'en différé. Et donc ces émissions sont relayées, les gens se les envoient, etc. Et vous savez, moi j'ai eu beaucoup de lecteurs qui ont été confrontés à la réalité de cette crise financière, puisque aujourd'hui leur banque les empêche de retirer leur argent. Hein, c'est très net. D'ailleurs, des directives récentes qui datent d'il y a à peu près 20 jours, 25 jours, ont établi, par exemple, si vous vendez votre appartement, et donc vous avez une rentrée, on va dire, de 300 000 euros sur votre compte de la caisse d'épargne, eh bien, il a été donné des instructions très précises pour empêcher les gens, pour vérifier tous les achats que vous faites. Mais en fait, techniquement, derrière ça, si vous voulez, c'est pour permettre aux banques de faire leur cavalerie encore plus longtemps. Voilà. On vous parle aujourd'hui d'une société sans agent liquide. Vous avez vu que M. Sapin a abaissé à 1000 euros le maximum de seuil de paiement. Mais ça, bien entendu, c'est pour que les banques, quand vous allez dans votre banque, vous leur dites je veux 2000 euros ou 5000 euros en liquide. Ah, même monsieur, vous avez le droit que de payer en cash que 1000 euros. Donc c'est des retardateurs. C'est des retardateurs. Et leur but ultime maintenant, et ça, on avait discuté à l'époque, déjà lors de notre première interview à l'époque sur Blight Masters, mais c'était déjà écrit dans mon livre 777, la chute de Wall Street et du Vatican, que leur seule solution, c'est de supprimer le cash de manière à ce que les banques gardent par devers elles, l'intégralité de vos économies. Voilà. Et de vous empêcher, bien entendu, de les dépenser. Vous avez, je sais pas, imaginez, vous avez 20 000 euros sur votre compte et vous partez en vacances et vous allez en Italie, en Espagne et vous voulez partir avec 10 000 euros en liquide. C'est pas possible. On vous l'interdit. Et non seulement on vous l'interdit, mais en plus on vous limite en termes de dépenses de Visa, Mastercard. C'est-à-dire vous avez des plafonds, des seuils qui sont établis. Donc vous ne pouvez pas dépenser votre argent. C'est pour vous empêcher de le dépenser. Et pourquoi les banques sont en faillite. Les banques ont explosé le 29 septembre 2008. Tout simplement. Elles ont perdu 50%, 60% de leurs actifs. Depuis, alors, vous savez, moi j'ai un historique de 8 ans maintenant dans ma tête. Je vous rappelle qu'en novembre 2008, les Américains, l'association des experts comptables américains avait hurlé à la mort, parce que, bien entendu, la Fed, qui avait demandé à la Maison Blanche de faire passer une nouvelle loi pour faciliter pour agrémenter de nouvelles règles comptables qui permettaient aux banques d'avoir un bilan beaucoup plus brillant. Alors à l'époque, ça s'appelait, je vous le donne de tête, c'est le mark to market. Par exemple, vous avez un immeuble. Imaginons que vous avez un immeuble à Marseille. Vous dites voilà, c'est un immeuble de 10 étages, ça vaut, on va dire, 10 millions d'euros, d'accord? Sauf que donc mark to market, immeuble 10 étages, 10 millions dans votre bilan des actifs. Sauf que vous oubliez de préciser, bien entendu, que c'est dans Marseille, dans les quartiers nord, et donc que ça vaut plus grand chose et que c'est totalement délabré. En fait, techniquement, ça vaut zéro. Donc tout a été agrémenté comme ça. Tout a été modifié. Les règles comptables ont été modifiées depuis pour permettre aux banques justement sur leur bilan de ne pas être en faillite. Et le truc ultime, c'est d'arriver à la société sans argent liquide pour sauver les banques. Parce que à partir de ce moment-là, toutes vos économies, vous ne pourrez pas les sortir. Voilà, tout simplement. Vous avez mis 50 000 euros de côté, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez acheter, vous voulez partir en vacances, vous voulez prendre du liquide, etc., en distribuer à vos enfants, non, vous n'avez plus le droit. C'est fini. Vous voulez donner 2000 euros à Noël à votre petit-fils, etc. Vous n'avez pas le droit. C'est ça qui était en train d'être mis en place. Il faut que vous vous en rendiez compte. Et c'était déjà, si vous voulez, dans le livre 777 que j'avais publié en 2008, je parlais du vice-président de Visa, Visa États-Unis, qui disait, à l'époque, c'était une conférence de presse qui datait de 2006 techniquement, ou 2004, je me souviens plus, et disait en 2012, ça sera une société sans argent liquide. Il vous coûtera plus cher de payer en liquide que de payer par carte bleue, d'accord ? Ils ont pris du retard sur le programme, comme vous l'avez vu, mais Danemark a fait savoir il y a à peu près une semaine qu'ils veulent supprimer toute forme d'argent liquide. Israël a fait savoir il y a à peu près un an qu'ils veulent supprimer tout l'argent liquide. Et bien entendu tout ça pour la plus grande gloire de 3 multinationales qui sont exclusivement bien entendu américaines. C'est Visa, Mastercard et American Express.
Autrement dit, chaque Français qui va payer... Vous avez vu toutes les pubs là en ce moment à la télévision de paiement sans contact? D'accord? Paiement sans contact, pourquoi? Pour vous éviter d'utiliser du liquide, de la petite monnaie. Mais qui bénéficie de tout ça derrière? C'est Visa et Mastercard. Autrement dit, on donne... Je reviens un peu au côté moyenâgeux de la chose, le pouvoir de battre monnaie, comme disait Marie-France Garot. Le pouvoir de battre monnaie nous a été enlevé lors de notre adhésion à la zone euro, et en 2010 ou 2011, je ne sais plus, la Chambre des députés a scandaleusement voté une loi qui donnait le contrôle de nos banques à la Banque Centrale Européenne. Autrement dit, c'est exactement comme si vous donniez le contrôle individuellement le contrôle de votre porte-monnaie, de votre chéquier, de votre carte bleue à un Belge. Et chaque fois que vous voulez faire un achat, vous devez avoir la permission du Belge. Vous n'avez plus le contrôle de votre argent, vous n'avez plus le contrôle de vos actifs, vous n'avez plus le contrôle de rien. Vous êtes techniquement mis en esclave. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'on peut pas voir ça d'une manière un petit peu différente? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà cette volonté, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de rentrer dans une logique du numérique, entre guillemets, qui est de se dire aujourd'hui, effectivement, le droit régalien de battre monnaie est peut-être aujourd'hui, dans l'esprit de ces gens-là, un droit dépassé, imaginons que ça puisse être le cas, et de se dire aujourd'hui, on remplace tout de la même manière qu'on n'écrit plus, on passe par l'ordinateur, est-ce que de la même manière on passe par... Je vois aujourd'hui les cartes bleues, vous avez même en deçà d'un certain seuil, il suffit de passer avec certaines cartes, vous passez simplement devant le boîtier, et hop, vous avez même plus besoin de taper de code, et automatiquement, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas forcément dans l'esprit de ces gens-là une évolution pour éviter, d'embaucher des gens, d'avoir des gens qui comptent et qui trient des billets et ainsi de suite? Est-ce qu'on n'est pas dans cette logique-là où véritablement il y a un côté très pervers à la chose? Alors, en effet, il y a cette logique-là. On est tout à fait d'accord. Il y a toujours l'évolution technologique qui prime. N'empêche, à partir du moment, si vous voulez, et en tant que, imaginez par exemple, c'est un exemple un peu idiot. Imaginez que pour prendre les commandes du bateau du Charles de Gaulle ou de nos installations nucléaires, vous devez demander la permission, vous devez aller chercher les clés à Bruxelles. En fait, techniquement, ce que vous voyez là, derrière cette mainmise sur le pouvoir de battre monnaie, c'est la mainmise, du moins on vous enlève votre indépendance. L'indépendance de la France vous est enlevée. Comment vous enlevez l'indépendance des gens? Tout simplement en leur enlevant toute indépendance financière, tout simplement. Mais ça, avec l'euro, c'est quelque chose qui est acté déjà depuis plus de 10 ans. Non, ce n'est pas exact. L'euro était censé être une monnaie commune, mais jamais il n'a été question au début de l'Europe de donner le contrôle intégral de nos banques à la Banque Centrale Européenne. Nuance. Vous savez, la grande différence entre De Gaulle, rappelez-vous, les grandes banques, les Crédit Lyonnais, le BNP, tout ça, c'était des banques nationales. Elles travaillaient pour le bien du pays, pour le bien du peuple, pas pour le bien juste de quelques-uns, de quelques financiers et de quelques banquiers. Donc, lorsque Jacques Rueff, qui était le conseiller de Gaulle, disait là, on a besoin, on va faire les TGV, on va faire Ariane Espace, on va lancer les grands projets d'indépendance nucléaire, on va financer les autoroutes, etc. N'oubliez pas, on s'endettait, la France s'endettait auprès des Français. D'accord? Les Français achetaient des bons du Trésor justement pour financer tous ces travaux. Aujourd'hui en 2015, mais depuis longtemps déjà, depuis maintenant 20 ans, les Français ne peuvent plus acheter individuellement des bons du Trésor de la France. C'est fini. Les bons du Trésor de la France sont entre les mains de gens qui fabriquent du PQ. Je parle des Japonais notamment. C'est ce que j'appelle la Banque du Japon, la putain des Américains, qui achètent nos bons du Trésor avec leur planche à billets, leur PQ. Et nous, on rembourse avec nos hôtels particuliers, avec nos usines, c'est ça. Enlever quand vous touchez à la politique monétaire, vous touchez à l'indépendance du pays. Et ça, il y a très très peu de gens qui l'ont vu. Oui, mais est-ce que c'était pas en substance justement dans le projet européen et dans la réforme dans Maastricht déjà Il n'a jamais été question au départ de donner, Rougeron d'ailleurs l'a très bien montré dans son livre Enquête sur la loi du 3 janvier, il n'a jamais été question de donner le contrôle de nos banques, de l'intégralité de nos banques à Bruxelles. Jamais. Quand vous contrôlez vos banques, vous contrôlez le pays. À partir du moment où vous n'avez plus la main mise, en tant que politique, j'entends, sur la politique de vos banques en disant voilà, nous on va remonter le crédit, il faut que les gens consomment, etc. Vous avez quand même la main sur votre politique. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de gens qui braillent, qui vous disent depuis 6 ans qu'il y a la reprise, alors que ça fait 6 ans que la crise ne fait que s'aggraver. Vous l'avez tous vu. Donc là, vous touchez du doigt cette réalité. Elle est subtile, mais quand vous voyez que les Français, chaque Français qui vient au monde, chaque bébé qui vient au monde est endetté à quasiment 40 000 euros, excusez-moi, mais et tout ça pour des gens étrangers en plus. Aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, on se satisfait d'un retour de la croissance, en tout cas pas de la croissance, mais d'un retour de l'investissement, pas l'investissement, mais des dépenses des ménages.
Ouais, c'est une illusion là aussi. Comment s'appelait déjà le ministre de la propagande de Hitler? Comment s'appelait-il déjà? Je me souviens plus. Himmler, Goebbels, le ministre de la propagande. Bah écoutez, plus les mensonges sont gros, plus ça passe, hein. Moi, ce que je vois de mon côté pour Monsieur Sapin, je peux lui donner un autre élément. Les ventes, par exemple, de tracteurs et de tout ce qui est engins agricoles, vous savez, d'engins lourds, de tracteurs. Vous avez également un autre élément. Les ventes, vous savez, de camionnettes, de berlingots, etc., sont en baisse de 7 à 10%, je crois. Oui, mais les ventes du Rafale ont décollé, c'est le cas de le dire. Ah bah bien sûr qu'avec un Rafale, vous allez faire du blé et des céréales. C'est sûr, sur tous les... C'est évident, c'est bien connu. Non mais, vous voyez, c'est une arnaque médiatique. L'arnaque, quand vous contrôlez les médias, vous pouvez balancer tous les messages. Moi, ce que je vois aujourd'hui, moi, ça me rappelle Berlin. Ça me rappelle la propagande nazie, tout simplement, en disant tout va bien, Stalingrad, tiens, la valeureuse... Vous savez, la propagande russe aussi, la valeureuse armée soviétique, etc. Vous savez, dans les années 50, etc., la production, alors que les gens étaient en train de crever la dalle, mais tout allait bien. On est exactement dans la même situation. On est exactement, mais précisément dans la même situation. On a affaire à de la propagande. Quand vous voyez que Zemmour s'est fait dégager, c'était un des rares journalistes de droite. Mais il y a des vérités qui sont inconvenantes à dire. Donc voilà. Et encore, lui, il parlait même pas d'économie. Alors vous imaginez-moi. Vous imaginez-moi. Nous n'avons plus... les politiques aujourd'hui s'agitent parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Je suis pas le seul à le dire ça. Zemmour le dit aussi. D'autres n'osent pas trop le dire. Mais moins ils ont de pouvoir, plus ils s'agitent. Plus il s'agite devant les télés, etc. C'est Jean Sarkozy, vous voyez, partout il allait. Écoutez, alors pour ce dossier, on va leur donner 20 millions. Pour celui-là, etc., on va leur donner 50 millions. Pour celui-là, le développement des écoles, des maternelles, on va leur donner 100 millions. Et puis, alors, vous savez, c'est des effets d'annonce. Vous voyez, et des chiffres qui ne veulent plus rien dire. Mais en fait, dès que vous regardez, si vous voulez, 3 mois ou 6 mois ou même 1 an plus tard, vous voyez que sur les montants qu'il avait annoncés, seuls 10% ont été donnés. Et encore, quand ils ont été donnés. Voilà, c'est la politique du mensonge. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la république du mensonge. C'est comme ça que je le vois. J'ai 30 ans de journalisme derrière moi. Jamais j'aurais imaginé pouvoir dire une chose pareille. La république du mensonge. C'est ça. Et la République du mensonge, si vous voulez, c'est vous avez tous ces gens qui sont à leur botte. Je pense notamment aux journalistes de iTélé, le BFM TV, etc., France 2, enfin tous ces gens qui vous donnent des informations sans vous en donner. En fait, c'est le niveau Jean-Pierre Pernaut, vous voyez. C'est vous passez une demi-heure à parler du fabricant de fromage de chèvre pendant une demi-heure en disant zéro info. Vous voyez, zéro info. Pour ce qui est des banques, là, justement, peut-être pas pour terminer sur le sujet, mais pour l'histoire de BNP Paribas avec les Américains, on a vu Hollande aller pleurer par rapport aux sanctions. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça, justement ? C'était d'abord, j'en avais parlé à l'époque. Je tiens à préciser, si vous voulez, que plusieurs banques américaines ont été prises la main dans le sac à l'époque par les autorités américaines pour exactement les mêmes raisons. Des opérations interdites avec les Iraniens, les Somaliens, ou je sais pas. Enfin bon, que Rome. Que Rome avait décidé que vous n'avez pas le droit de leur parler ni d'aller les visiter. Vous voyez, Rome dit un truc et tout le monde doit se plier. Et donc, alors ces banques-là, les banques américaines ont été condamnées à 20 $, et BNP était condamné à 8 milliards d'amende. Donc, mettez ça en relation avec la vente des Mistral aux Russes. Voilà. Et de la même façon, puisque Hollande s'est couché devant Obama, vous n'êtes pas surpris de voir que tout à coup le Rafale dont personne ne voulait depuis 20 ans, tout d'un coup se met à être vendu. C'est extraordinaire. Voilà, nous commente là-dessus. Ceci expliquant cela. Eugène ? Oui, enfin, en même temps, moi j'ai beaucoup de militaires qui lisent, qui sont notamment en OPEX, et qui me disent que l'intégralité de l'intendance qui sert les troupes françaises à l'étranger sont de plus en plus souvent données à des sociétés américaines. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, par exemple, vous avez vu que l'armée de terre a décidé de s'équiper de Ford, comme par hasard. Il n'y a même pas eu d'appel d'offres d'ailleurs, c'est extraordinaire. Il y a dû en avoir un, mais il a dû être... il s'est égaré. Voilà, puis vous savez que l'intendance, vous savez, c'est spécial, c'est particulier. Eugène. Enfin, moi, ce qui me fait peur dans tout ce que vous m'avez dit, Pierre, pour l'instant, c'est que les Israéliens veulent plus d'argent. Ça fout les jetons. Ça serait une première dans leur histoire. Écoutez, n'oubliez pas, si vous voulez, n'oubliez pas. Non, mais attention, ils ne veulent pas d'argent liquide. Ils n'ont pas dit qu'ils ne voulaient pas d'argent. Nuance.
Ne les confondez pas, hein. C'est une petite provocation. Non, mais j'entends bien. J'entends bien. Mais vous remarquerez que avec beaucoup d'amusement, si vous voulez, que quand vous voyez passer les manifestations des putes, nous ne sommes pas ni des putes ni des soumises, je crois, je sais pas quoi. Ni putes ni soumises, hein, voilà. C'est curieux. Vous ne voyez pas ces putes et ces soumises manifester devant l'ambassade d'Arabie Saoudite pour que les Saoudiennes puissent conduire ou passer le permis. C'est quand même un minimum syndical, non? Non, mais c'est curieux, hein. C'est curieux que toutes ces féministes à deux balles ne fassent pas de ce genre de manifestation. C'est toujours en fait une déstabilisation systématique, si vous voulez, de la France. Et je constate, comme d'ailleurs beaucoup de lecteurs, hein, ils me disent, parce que moi je dis très souvent qu'aujourd'hui on est en 1900, exactement comme on est en 1939-40. C'est vraiment la même situation, hein. Les gens pensent que tout va bien, de la même façon qu'en 1940 on leur disait tout allait bien, que les Allemands allaient se fracasser contre la ligne Maginot, hein, et que voilà, hein, il ne se passera rien de particulier. Et puis les Allemands ont fait le tour de la ligne Maginot, hein, c'était pas prévu au programme, vous voyez, par la gauche de l'époque. Hein, il faut pas oublier, il y avait la SFIO à l'époque. Hein. Ils avaient déjà trahi à l'époque l'armée, comme exactement la gauche aujourd'hui. Hein. On est vraiment dans la même situation. Et du jour au lendemain, hein, alors qu'on avait dit aux Français, l'intégralité de la presse et de la radio, surtout la TSF de l'époque, avait dit aux Français que tout allait bien. En l'espace de 5 minutes, les Français ont pris leurs jambes à leur cou. Et en 5 minutes, juste en 5 minutes, l'argent, les billets de banque de la Banque de France ne valaient plus rien. Instinctivement, les gens sont tous revenus aux pièces d'or et pièces d'argent. Et tous ceux qui ont pris la route pour quitter Paris, etc., enfin pour s'échapper, pour fuir les Allemands, avaient utilisé les pièces d'or et les pièces d'argent. Les billets, plus personne n'acceptait de toute façon les billets de la Banque de France. N'oubliez jamais, j'en parle dans le livre 666, mais j'en parle surtout dans le livre 777 et dans Blight Masters également, parce que c'est quelque chose de capital. Lorsque Wall Street a explosé le 29 septembre 2008, d'accord. Il y a eu plusieurs réunions, notamment il y a une réunion secrète, enfin secrète, elle n'a pas été rendue publique, mais on le sait depuis, parce que le gouverneur de la Banque centrale, Mervyn King, en a parlé, parce qu'il a pris sa retraite. L'ambassadeur des États-Unis à Londres, il y avait des représentants de la Fed, il y avait Geithner, à l'époque, qui était patron de la Fed de New York. Et ils sont tous venus et ils se sont dit, bon là, il faut absolument faire quelque chose, sinon moi, Mervyn King, gouverneur de la Banque centrale anglaise, j'appuie sur le bouton, parce que nos banques sont ruinées, j'appuie sur le bouton, j'arrête tout de suite tous les distributeurs automatiques de billets en Angleterre. Ça s'est passé, ça devait se passer je vous le donne de tête, 5 ou 6 octobre 2008, d'accord? Et là, c'est pour ça qu'il y a eu cette fameuse réunion organisée de toute urgence à Paris. Il fallait que ce soit un pays européen, bien entendu, qui lance. Donc Sarkozy, qui était à la botte des Américains, a dit, moi je vais sauver le monde. Hein, mais il connaît rien en économie, Sarkozy. Oui, puis il n'était pas ça près. Mais ça ne vient absolument pas de lui, on le sait. Il a dit, voilà, nous allons prendre l'argent du peuple, l'argent des impôts, pour sauver les banques. Et d'ailleurs, ça a échappé à plusieurs fois depuis quelque temps, notamment au député UMP qui était son bras droit, qui lui faisait ses discours, en disant que Sarkozy, grâce à Sarkozy, le monde a pu continuer parce qu'il avait sauvé les banques. Sarkozy sauvait les banques. C'est une plaisanterie. Hein. C'était à la demande des Américains. Il fallait impérativement un leader européen, un dirigeant politique européen qui donne l'exemple, en l'occurrence c'était Sarkozy, hein, qui prend l'argent du peuple. D'accord ? Qui prend l'argent du peuple pour sauver les banques. Et d'ailleurs, je vous signale que exactement dans les mois qui a suivi, la caisse d'épargne a été fusionnée avec je ne sais plus quelle autre banque. Enfin bon, il y a eu plein de fusions. C'est des banques en faillite. Fortis était en faillite, racheté par la BNP. Enfin, la Dexia était en faillite. Hein, il y a tout la Banque Postale, n'en parlons pas. Donc l'argent du peuple. Et c'est pour ça que 2 ans plus tard, parce que Bercy, c'est quand même, il faut du temps pour qu'ils implémentent leurs calculs dans les feuilles d'impôt. C'est pour ça que 2-3 ans plus tard, les retraités français qui payaient 0, parce que leur retraite était trop petite, ils payaient 0 € d'impôts, hein, se sont retrouvés avec 500 ou 600 € à payer. Et ça faisait à peu près 1,5 million de Français qui ne payaient pas d'impôts, qui ont été imposables du jour au lendemain. Je ne parle même pas de ceux qui avaient 100 € à payer par an sur leur feuille d'impôt. Ceux-là, ils ont été multipliés par 6 ou 8. Voilà.
C'est ça l'argent, c'est ça le plan qui a été pris. Et Ambrose Evans Pritchard dans le Télégraphe, à l'époque, c'était drôle parce que moi j'avais échangé à l'époque avec Ambrose et je lui ai dit que je lui avais envoyé son article, j'avais découpé son article, je l'avais envoyé à Sarkozy en lui disant qu'il avait sauvé le monde, genre Superman, etc. Sarkozy, hyper fier, m'a répondu en disant ah oui merci, j'avais pas vu cet article parce que l'ambassade de Londres ça l'aurait pas passé à côté. Enfin bon bref, ça y est, il s'était vraiment pris pour le sauveur du monde quoi après cette opération. Mais en fait, c'était reculer pour mieux sauter, tout ça. C'est reculer pour mieux sauter. On le voit aujourd'hui. Vous voyez encore plus. Regardez en haut. Regardez en haut, sur les avenues. Regardez tous les bureaux à louer. Regardez tous les commerces à vendre, à louer. Vous avez même chose jamais vue à Paris. Je me faisais encore la réflexion cet après-midi. Appartement à louer. C'est du jamais vu, vous le savez bien, vous habitez à Paris, c'est du jamais vu, vous passez une annonce dans un journal, vous avez 500 personnes qui viennent me louer un appartement. Là, ne serait-ce que dans le 17e, là, j'en ai déjà vu au moins une quinzaine. C'est du jamais vu. Appartement à louer, d'un panneau, pas à vendre, à louer, je précise bien. Et en province, je vous raconte pas. Vous savez, je fais mon tour de France, là, je vois ce qui se passe dans les villes de France, les centres sont lessivés. Eugène ? Oui, alors justement, Pierre, vous faites actuellement un tour de France comme une vedette du showbiz, ça marche très fort, notamment autour. N'exagérez pas, c'est pas une. Attends, quand même. Non, mais je suis pas du tout dans ce genre de truc vedette du showbiz, c'est pas mon truc. Marie peut vous le dire, ce tour de France, en fait, c'est parce que depuis 2008, je fais cette revue de presse et les lecteurs me demandaient. Marie peut vous le dire. Les lecteurs me disaient quand est-ce que vous allez venir signer, dédicacer, ça me ferait plaisir de discuter avec vous, etc. Et je veux dire, quand vous avez à peu près 50 demandes par mois, vous dites, et puis c'est comme ça qu'on a organisé. C'est Marie qui s'en est surtout occupée. Et c'est vrai que j'ai été scotché par l'accueil que les Français m'ont réservé, parce qu'ils me remercient parce que je les informe. Ils me remercient parce que je les informe. C'est pour ça qu'ils viennent. C'est drôle pour un journaliste d'informer les gens. Donc c'est devenu chose rare. C'est devenu chose rare, oui, c'est même quasi inexistant. Alors, dans la presse financière, vous savez, je suis le seul. Je suis le seul, je suis pas infodé ni aux Échos, ni à la Tribune, etc. Je donne les infos de ce qui se passe réellement. Les gens, vous savez, il y a sur la revue de presse, vous avez des photos de tous les lecteurs. Ils m'offrent des cadeaux. Des fois, je reviens avec des sacs entiers de foie gras, de chocolat, des bouteilles de vin, mais des bouteilles millésimées, alors l'Ange d'Or, ou alors des bouteilles, pour les 666. Alors j'ai eu droit à toutes les bières, Belzébuth, le Diable, le 666. Vous avez les photos sur la revue de presse. Les Belges m'ont couvert de chocolat en 666, etc. À Monaco, j'ai eu droit à plein de chocolat. Ils m'apportent des petits cadeaux juste pour me manifester parce que j'ai sauvé leurs économies. Et parce que je les informe contrairement au reste de la presse. Alors, en fait, moi, techniquement, je fais mon boulot. J'ai pas l'impression de. C'est pour ça que j'ai moyennement chaud de vos trucs vedette. Moi, j'ai l'impression d'être comme un boulanger qui fait ses croissants tous les lundis matins. Au lieu de faire des croissants, moi, je fais ou des pains au chocolat, je fais des petites infos et que je sers aux gens le lundi matin. Bon, alors, vous faites quand même une tournée à succès, on va dire ça comme ça, et notamment autour de ce dernier... Non mais attendez, je préfère que ce soit un succès que je suis tout seul à attendre... Il y en a qui aimeraient bien remplir des salles. Donc, autour de ce livre qui est paru il y a quelques semaines et qui est un phénomène de vente qu'on voit rarement maintenant. Voilà, et donc, et qui a déjà été vendu, je crois, à 25 ou 30 000 exemplaires, ce qui est énorme dans le monde de l'édition actuellement, et qui est vraiment une bombe. J'encourage vraiment nos lecteurs à lire ce livre qui s'appelle 666 et qui est sous-titré « La planche à billets américaine qui va amener les banques à leur faillite et déclencher la grande révolte des peuples ». J'avoue que ce livre m'a un peu laissé KO debout, tant il est bourré de révélations, de documents tout à fait hallucinants. Je ne sais pas où vous êtes procuré ça, des choses de la CIA, des rapports secrets du CFR, etc. C'est la première fois qu'ils sont diffusés, on va en parler. J'encourage vraiment nos lecteurs à le lire, à se procurer. Et la trame du livre, un petit peu, c'est la manière dont les Américains sont en train de rapter tout l'or des nations. On va dire ça comme ça. Mais précisément, tout à l'heure, Wilsdorf disait toute l'économie aujourd'hui se fait quasiment de manière numérique. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour une nation de posséder de l'or ? Tout simplement parce que c'est une question de confiance. Moi, je tiens quand même à rappeler un phénomène historique que les Américains de la Fed connaissent très bien. Ils le connaissent même mieux que quiconque. L'histoire de Weimar, la République de Weimar.
D'accord. La République de Weimar, vous le savez, les Allemands devaient payer les réparations de guerre à la France. Ils ne pouvaient pas le faire. Donc, comme ils ne pouvaient pas le faire, ils ont violé leur propre règlement et ils se sont mis à faire de la planche à billets. D'accord. À partir de moment donc où vous avez une création monétaire qui ne repose sur rien, planche à billets, PQ, etc. Eh bien, les prix se sont mis progressivement à s'envoler, tant et si bien que vous avez cette fameuse image qui est restée dans l'inconscient des Allemands et des Américains. Des professeurs d'économie, j'entends. Vous avez le monsieur avec la moustache, l'allemand, qui pousse la brouette avec une tonne de billets de Monopoly pour acheter une miche de pain. Hein, donc ça, c'est la République de Weimar. C'est l'hyperinflation à la République de Weimar. Le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur Chart, ne pouvait pas faire autrement que puisque les Français voulaient payer, mais il les a payés en monnaie de singe. Hein, mais ça a fait énormément souffrir les Allemands. Hein, puisque les aristocrates allemands et viennoises étaient obligés de se prostituer aux paysans pour ramener un poulet ou des œufs, etc. Enfin des choses comme ça. Vous avez d'ailleurs une description très précise dans le livre. Hein, vous avez tout un chapitre là-dessus, notamment avec les mémoires de Stefan Zweig, autrement, et d'autres qui en parlent. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que à un moment donné, les Américains ont tapé du doigt sur la table, et les Français aussi en ont eu marre d'être payés en monnaie de singe. Donc ils ont lâché du lest. Et à partir de ce moment-là, le gouverneur de la Banque centrale, parce que les Allemands, eux, avaient perdu confiance dans la monnaie, plus personne, les gens faisaient du troc, il a dit, je supprime cette monnaie de la République de Weimar, ce qui ne vaut plus rien, et nous lançons une nouvelle monnaie qui repose intégralement sur des lingots d'or. Alors, il restait quelques lingots d'or dans la Banque centrale qui n'avait pas été donnée aux Français. Et le simple fait de dire à la population allemande, nous avons une nouvelle monnaie qui repose sur l'or, eh bien la confiance est revenue en l'espace d'un mois et les prix, l'hyperinflation s'est arrêtée. Il y a quelque chose qui fait que dans notre inconscient, il est marqué que une monnaie repose forcément sur l'or. C'est le seul métal qui permet effectivement des échanges. Et d'ailleurs, moi, je rappelle que la première chose, quand les Américains sont arrivés en Ukraine, la première chose qu'ils ont faite, c'est voler l'or de l'Ukraine, de la Banque centrale d'Ukraine. Vous avez cet épisode dans le livre. Ce livre vous montre quoi ? Il vous montre que la seule volonté des Américains, c'est de voler l'or de la France, de l'Italie, de tous les pays catholiques et la Grèce orthodoxe, pour les démolir. C'est la mise en esclavage par la dette. Et vous ne pouvez mettre les gens en esclavage qu'à partir du moment où vous leur enlevez toute forme de richesse. La richesse ultime d'un pays, et là on revient à la création monétaire de tout à l'heure, c'est l'or, les lingots d'or. Vous ne pouvez rien faire contre ça, c'est marqué dans la tête des gens. C'est pour ça d'ailleurs c'est intéressant de remarquer que la première chose que Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que je dis que c'est un traître, la première chose qu'il a faite en tant que ministre du budget, c'est vendre 600 tonnes de l'or de la France, à la demande des Américains. Alors que bien entendu les Américains à la même époque n'ont pas vendu un seul gramme du leur. Oui, voilà. Il y a un chapitre entier sur cette histoire dont personne n'a jamais parlé. Pourquoi Sarkozy a vendu 600 tonnes d'or aux États-Unis ? À la demande de la Fed. À l'époque, Alan Greenspan était gouverneur de la Banque centrale et il était vital. Vous savez, Greenspan disait toujours l'or, c'est le canari dans la mine. Alors c'est intéressant à plusieurs niveaux ça. Le canari c'est jaune aussi. Voilà. Donc à partir du moment où vous savez que si le canari meurt, ça veut dire qu'il y a une explosion à venir, un coup de grisou. Si le prix de l'or monte, ça veut dire que les gens perdent confiance dans le dollar. Or l'Amérique, comme la Rome impériale de l'époque, ne peut tenir son empire qu'avec un dollar fort. D'accord ? Il s'est passé exactement la même chose. Les Américains sont des gens extrêmement intelligents. C'est des universitaires de très grand niveau. Ils savent pertinemment que l'Empire romain s'est effondré à partir du moment où les empereurs ont commencé à bidouiller les pièces d'or et surtout les pièces d'argent. Au début, les pièces d'argent, elles étaient pures en 990, on va dire. Et à la fin de l'Empire romain, elles étaient pures à 2%. C'était avec du caca et avec un peu d'argent. Voilà. Ce qui tient un empire, c'est l'argent. C'est pourquoi l'argent, ça peut être des billets de banque, ça peut être une carte Visa, peu importe, ou des pièces en or. C'est la colle qui tient une société. C'est ce qui permet au rouage de la société de fonctionner, les échanges de tourner.
c'est la roue de la société. C'est l'argent. On parle de liquidité de l'argent, mais il faut voir l'argent comme surtout une huile que vous mettez, vous savez, sur les grands rouages d'un paquebot, et pour que ça tourne sans problème. Vous voyez, que ça ne grince pas, comme ma chaise, et que ça ne s'arrête pas. C'est ça, et c'est pour ça que les Américains ont tout compris, ils sont infiniment plus intelligents, et c'est pour ça qu'ils ont toujours forcé toutes les universités du monde à enseigner du Keynes et du Friedman, parce qu'il était hors de question d'enseigner de la vraie politique monétaire à la rentale Fekete, par exemple. Alors ce qui est inquiétant, c'est si eux sont les plus intelligents du monde, nous on est les plus gros abrutis de la planète, quoi. Parce que cette analyse-là, en fait, historiquement, elle s'impose. Non, vous vous censurez vous-même. Vous vous censurez vous-même. On est les plus corrompus, nuance. Enfin, notre classe dirigeante est la plus corrompue, nuance. Pourquoi Sarkozy a vendu les 600 tonnes, justement voilà. Mais alors la finalité, c'est quoi? C'est qu'on est dans une logique suicidaire, puisque c'est un traître, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Mais il cherche quoi exactement? Un assujettissement total et dévoué, enfin complètement. Oui, c'est ça. C'était également la même chose que Rome. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que si on recoupe, n'oubliez pas, ce livre 666 fait quand même une référence à l'Apocalypse de Jean. Ça vient de là. C'est une référence directe au texte de Jean. J'ai montré dans mon livre 777 que moi j'ai proposé une analyse du texte de Jean avec les anges qui tient debout. La preuve, puisque j'avais annoncé que Benoît XVI allait être éjecté à coup de pied au cul du Vatican, et je l'ai même dit à la radio ici et maintenant, 1 an, jour pour jour, avant qu'il le fasse, 1 an, 365 jours. Donc ça prouve, si vous voulez, que mon analyse du texte de Jean est la bonne. J'ai pas la prétention d'avoir tout démêlé, mais au moins cette partie-là est la bonne, et surtout en ce qui concerne le 666, puisque le 666 est une référence directe au lingot d'or du roi Salomon. Dans l'Ancien Testament, c'est le seul passage qui parle d'un système financier. C'est la reine de Saba qui explique que il restait à chaque année un excédent commercial au pays, au royaume du roi Salomon, de 666 talents d'or. C'est aussi le symbole de la bête. Oui, mais justement, c'est ce que je dis dans 777. Mais pourquoi Saint Jean a utilisé spécifiquement 666, d'une part parce qu'à son époque le papier n'existait pas, je vous le rappelle, d'une part, et ensuite que lui ne connaissait que les pièces d'or et les pièces d'argent et éventuellement les pièces de bronze, d'accord? C'est la seule monnaie d'échange qui était disponible à l'époque. Il ne connaissait pas les billets papier. Or, ce que voyait Jean, et c'est ce que je montre dans ce livre, c'est qu'il voyait que le monde allait exploser à cause d'une bête à 7 têtes. Et j'ai montré, grâce à un de mes lecteurs, justement, quand il dit 7 têtes, une tête, c'est votre tête, c'est sa tête. Qu'est-ce que vous avez sur le dollar? Vous avez 7 têtes. Vous avez les têtes des présidents américains. Voilà, c'est des têtes. Et vous en avez 7. Et pourquoi Jean utilise la bête qui sort de la mer? N'oubliez pas, il est à Patmos, c'est la Grèce. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est important. Vous savez à quel point je suis attaché à la mythologie grecque. Et justement, il y a Iris, vous voyez, la messagère qui vient nous visiter. C'est le chat. Pourquoi Jean parle de cette bête qui sort de la mer, de l'eau donc, c'est une bête qui sort de l'eau, vous êtes d'accord? Avec cette tête. D'accord? C'est une référence directe à la planche à billets américaine. C'est sa façon à lui, son génie à lui d'expliquer, à l'ange plutôt, parce que c'est l'ange qui lui montre ça. Puisque qu'arrive-t-il à l'hydre quand vous lui coupez une tête? Elle repousse. C'est la planche à billets, ça repousse. Vous avez plus d'or, c'est pas grave. On continue à imprimer. C'est ça qui est génial. Lisez-le en entier, vous verrez, c'est limpide. C'est absolument extraordinaire. Et c'est pas du tout par hasard non plus que dans le passage qui touche à Benoît XVI dans mon livre 777, le Christ, ou l'ange, je sais plus, lui dit « Achète de l'or chez moi ». Achète de l'or chez moi, car autrement tu vas te retrouver nu, tu vas te retrouver à poil, tu vas te retrouver fauché, déstabilisé, tu seras pauvre et tu ne pourras rien faire. À l'époque de Benoît XVI, rappelez-vous, à l'époque de Benoît XVI, partout, dans tous les pays, en Italie, j'y étais en plus à l'époque, en Italie, en France, au Portugal, en Norvège, partout vous aviez c'était monstrueux d'ailleurs, c'était mondial, à Bangkok, au Japon, vous aviez littéralement les publicités hors postale, vendez-nous votre vieil or, pendant 2 ans.
Rappelez-vous, à cette époque-là, pendant 2 ans, c'était toutes les 5 minutes à la télévision. Vous les avez plus, c'est fini. Ils ont raflé tout l'or des gens. Il est parti, vous êtes tort. Eugène ? Alors, puisque nous sommes dans les secrets du Vatican, vous avez un chapitre entier qui est assez abourrifant. Justement, à cause de ça, justement. Vous avez une thèse un peu iconoclaste sur les véritables raisons de la démission du pape Benoît XVI. Pourquoi les Américains s'acharnent... N'oubliez pas une chose, j'avais dit à l'avance que Benoît XVI serait éjecté du Vatican, qu'il va quitter le Vatican. C'est quand même important de le souligner, si vous voulez. C'est pas un phénomène anodin. J'ai pas une vision, machin, un truc. C'est la grille de lecture des anges du texte de Jean. Tout le monde peut l'apprendre. Je suis pas le seul. C'est pas une vision. Elle fonctionne pour tout le monde, pas que pour moi. Hein. Et donc sur cette base-là, Benoît XVI devait être poussé à la démission pour tout un tas de raisons. Et justement, notre ami Blightmaster y a joué un rôle majeur. N'oubliez pas que quelle était la banque qui a commencé à traîner le Vatican dans la boue en disant la banque du Vatican fait des opéras. Non, ça c'est vieux ça. Quelle est la banque C'était la JP Morgan. C'est la JP Morgan qui a dénoncé le Vatican. C'est la JP Morgan qui a fait une conférence de presse en disant oui, le Vatican a des opérations suspectes. Je suis désolé, mais la dernière chose qui reste à ces putains de banquiers, à ces putes, c'est le secret bancaire. Donc vous avez un problème avec un client, vous convoquez pas la presse pour leur dire, pour exposer leurs problèmes. Donc c'est piloté, c'est voulu. Allô ? Bah ouais. Mais pourquoi vous avez un problème avec vous avez des députés qui ont des problèmes avec leur banque, etc. La BNP ou le Crédit Lyonnais, ou enfin LCL n'a pas appelé l'AFP pour leur dire tel député on l'a éjecté de notre agence. Hein, parce qu'il a fait un virement, il a fait un virement de 50 000 euros sur une banque au Luxembourg. On l'a pas vu ça. Mais alors, le rapport... Oui, Eugène. Pourquoi les Américains se sont jetés comme ça, comme la vérole sur le bas clergé, c'est le cas de le dire, sur l'or du Vatican? Quel intérêt ils avaient à prendre l'or du Vatican? La JP Morgan avait des positions déficitaires en or. Dans le livre Blightmaster, si vous voulez... c'est pas elle qui est vraiment en cause. C'est plus... La Fed manipule le cours de l'or et de l'argent. Surtout de l'or. Voilà. Ce qui est important pour eux, si vous voulez, c'est de récupérer le plus d'or possible. D'accord ? Or, l'un des plus gros détenteurs d'or aujourd'hui, indépendant, c'est le Vatican. Le Vatican possède des réserves d'or, notamment il a gardé par devers lui, ou elle, je sais pas comment, quel genre, plutôt elle. Donc il a gardé par devers elle l'or des Croates, des Serbes, des Serbes qui ont été mis dans les camps de concentration de Jasenovac, tous les Juifs de Hongrie, Serbie, etc. qui ont été déportés dans les camps, et surtout tous les Italiens, l'or de tous les Italiens qui ont été dépossédés lorsque la chute de Mussolini. Donc tout cet or-là, si vous voulez, il est toujours au Vatican quelque part. Et donc il était vital, si vous voulez, de récupérer l'or du Vatican. Ça ne s'est pas passé, et vous avez vu une immense campagne contre le Vatican, justement. Tous les médias de la planète se sont mis d'un seul coup, comme un seul homme, à parler de affaires de pédophilie, rappelez-vous. Les affaires de pédophilie, elles remontent quand même à beaucoup plus loin au niveau de l'Église, notamment l'Église américaine et autres. Le grand drame, justement d'ailleurs, en forme d'escroquerie, la légitimation avec la béatification de Jean-Paul II qui a couvert tout ça aussi, c'est beaucoup plus ancien. Stop. Non, attendez. Les affaires de pédophilie, il y en a toujours eu, ça on est d'accord. En revanche, moi, en tant que journaliste, je peux vous dire qu'en 30 ans de presse, jamais je n'ai vu de l'Australie en passant par Singapour, y compris les pays du Golfe, la Nouvelle-Zélande, tous les pays européens et bien entendu les États-Unis, le jour J, vous savez, on appuie sur un bouton et d'un seul coup, boum, pendant 1 mois, 2 mois, vous avez une couverture permanente comme un pilonnage d'artillerie lourde sur le Vatican avec toutes les affaires de pédophilie qui ont été gardées sous le coude, je pense notamment aux affaires irlandaises, et qui ont été sorties au bon moment. Voilà. Donc c'est une manipulation. C'est une manipulation massive médiatique, et c'est une spécialité des Américains.
C'est une grande spécialité des Américains. Donc en fait, Benoît XVI a fait, comment dirais-je, fait l'objet. Enfin, c'est une victime expiatoire dans cette logique-là. Et il fait. C'est une. Bon, attendez. Moi, je vous rappelle quand même que dans le texte de Jean, le Christ dit, je vais te vomir de ma bouche. Hein, je vais te vomir de ma bouche parce que t'es nul à chier. Je résume. Hein. C'est l'évangile. C'est l'évangile selon Jovanovic. C'est l'Apocalypse selon Jovanovic. non, mais oui, c'est vrai. Mais il dit en fait parce que tu n'es ni chaud ni froid. C'est ce qui est dit. Et si vous reprenez, c'est ce que j'ai dit, vomir quelqu'un, quand vous vomissez, ça vient de l'intérieur, ça vient du Vatican, ça vient de l'intérieur. Je vais te vomir. Le Vatican, c'est quoi, hein, c'est la capitale de Pierre, enfin du Christ, hein, du christianisme. Hein, je te vomis, donc je vais t'éjecter. Tu es en moi, mais je vais t'éjecter. Il a été éjecté parce qu'il était ni chaud ni froid. Vous savez, les desseins de Dieu sont... Moi c'est ça qui je trouve admirable dans le texte de l'Apocalypse de Jean, c'est que il nous a donné le futur comme ça, cette espèce de fin d'une ère. C'est pas la fin du monde, hein. C'est juste la fin d'une ère. Et ce texte, c'est avant tout une apocalypse monétaire. Alors moi, j'aimerais comprendre dans cette logique-là ce qu'a pu apporter ou changer l'élection du pape François dans cette logique-là. Écoutez, le pape François, alors je vais répondre d'une manière très simple par quelque chose de factuel, parce que moi j'aime bien le factuel, j'aime pas du tout les trucs de théologie qui n'apportent rien d'intéressant. Non mais là on n'est pas dans la théologie de toute façon. Non, mais je dis ça parce que on va s'attendre à... François est allé visiter Israël, c'était quand il y a 3 mois, 6 mois, là. Il a enlevé sa croix pectorale. Il a enlevé sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi? Dans quel honneur? Quelle est cette lâcheté? Quel est ce pape? Quel est ce minable qui se terre dans un trou, qui est représentant du Christ sur terre et qui va en Israël et qui enlève sa croix? Oui, regardez, j'ai toujours ma croix. Hein, elle est là, vous voyez, elle est ici. Hein, parce que dans les aéroports, on me force à l'enlever parce que ça fait poète-poète. Hein, voilà. Oui. Bah, je l'ai. Benoît XVI s'est bien tourné vers la Mecque quand il a visité la grande mosquée en Turquie. Oui, mais et Jean-Paul II a fait preuve aussi d'une ouverture, c'est propre à cet esprit de l'Église aussi issu du Concile. Vous ne pouvez pas être, je veux dire, vous êtes représentant du Christ, donc vous n'allez pas vous mettre à genoux devant Mahomet et tous les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Enfin, il n'est pas le premier. Jean-Paul II avait déjà fait il y a eu avec Assise et compagnie. Oui, mais moi je vous parle du texte de Jean. Mon opinion ni la vôtre d'ailleurs. Non, mais moi ce que j'essaie de comprendre dans cette logique-là, c'est où est la déstabilisation du Vatican dans cette volonté de récupérer son or au-delà de tout ça? Bah l'appauvrir, tiens. Mais est-ce que concrètement cet or a été récupéré ou pas? Justement, l'histoire, si vous voulez, de cette bombardement d'affaires de pédophilie médiatique montre que cela n'a pas été le cas. Hein, Benoît XVI donc a été pris, si vous voulez, dans un tel étau, si vous voulez, qu'il a préféré partir. Mais vous allez plus loin, vous dites qu'à un moment donné, ils ont coupé les terminaux de paiement au Vatican et que dès le lendemain de sa démission, New York a réouvert tous les terminaux, donc on pouvait à nouveau acheter des choses au Vatican en payant en carte. Quand je dis que c'est Visa Mastercard qui pilote le tout, et Amex, hein, une semaine avant, parce que là ils étaient arrivés à un climax, comme on dit en anglais, hein, une tension absolument, une fébrilité, d'une situation absolument effroyable. Donc Benoît XVI, à partir du moment où ça a été pour lui, ça a été la goutte. Mais en même temps, ça vous montre quoi? On te tient par les couilles financières. Ça aussi, ça vous montre. Non, mais le fait qu'il lui coupe. C'est l'Apocalypse selon Jovanovic. Deuxième épisode. Ça c'est le rhum, je pense. Non mais c'est très symboliquement. Moi chaque acte apporte en lui un symbole, hein, un message. Le fait que Visa et Mastercard coupent les terminaux du Vatican, c'est un message en soi. Il est tellement énorme que personne ne veut le voir pour ce qu'il est. On te coupe les moyens financiers. Tu ne peux plus payer. Et que dit le texte de Jean? Tu ne pourras plus vendre, vous ne pourrez ni vendre ni acheter si vous n'êtes pas marqué par le nombre de la bête. Et j'ai montré dans le livre 777 que justement la bête, c'est le système financier, c'est les banques. Aujourd'hui, vous ne pouvez ni vendre ni acheter, vous ne pouvez même pas toucher votre salaire si vous n'êtes pas marqué par la banque. Alors que ce n'était pas le cas encore en 1972. Hein, je vous signale que on était tous payés en liquide. Hein, à Saint-Mex, on était payés en liquide. Hein, rappelez-vous. On était payé en liquide, hein, tous les mois on faisait où il y avait le virement là, mais les trucs en plus, on était payé en liquide, on faisait la queue chez l'intendant, hein, voilà. Non mais c'est important de savoir ça.
Ça date seulement depuis 1976. La mise en esclavage a commencé en 1976 à partir du moment où une entité s'est interposée entre votre argent et vous. Entre votre salaire et vous. C'est votre banque qui touche votre salaire le premier, c'est pas vous. C'est elle qui se sert la première sur votre compte, c'est pas vous. Alors, précisément, depuis tout à l'heure, on parle de cet argent que les Américains raptent dans toutes les nations. Oui. Où est-ce qu'il est entreposé, alors, cet argent aux États-Unis ? Vous parlez de l'or ? Oui, bien sûr. Enfin, métal. Oui. Ces lingots, ils sont où ? Alors, pour répondre à ça, en fait, il importe de revenir légèrement, vraiment légèrement en arrière, enfin légèrement, mais on revient toujours à la même époque, 71. Hein, ce qui est le défaut de paiement des Américains en or, en lingots d'or, du 15 août 1971. Nixon. Bien sûr, c'était un défaut de paiement. Ils ont rompu les accords de Bretton Woods. Hein, ils ont dit à tous les autres pays européens, allez vous faire foutre. On vous paye plus en lingots d'or, on vous paye en PQ. Maintenant, c'est à vous d'accepter, sinon vous allez vous faire voir, c'est le même prix pour tout le monde. C'est le gouverneur de la banque centrale de la Fed du Texas, qui était le conseiller de Nixon, qui a dit aux Européens, c'est le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. En clair, le dollar n'avait plus sa couverture or, c'était ça, hein, le défaut de paiement, c'est ça. À cause de la guerre du Vietnam. Moi, je rappelle que les accords de Bretton Woods obligeaient les Américains à avoir toujours autant de couverture or. Alors, c'était même pas une couverture 100%, hein, je crois que c'était l'équivalent de 10% ou 15 ou 20%, peu importe, hein, d'avoir toujours la même couverture or que le nombre de la masse monétaire en dollars émise. Or, avec la guerre du Vietnam, ils ont pulvérisé le truc, ils ont bien entendu émis 10 fois plus de dollars et donc ils avaient plus d'or du tout. Hein. Donc ils ont commencé effectivement, vous le voyez dans les documents de la CIA, vous le voyez notamment dans la réunion du compte rendu avec Kissinger, hein, tous les chefs de station de la CIA ont reçu l'ordre en 1968, donc avant le défaut de paiement, hein, de convaincre tous les ministres des Finances de tous les pays européens de ne pas échanger leurs dollars contre des lingots d'or. Seul De Gaulle le faisait régulièrement. De Gaulle envoyait les frégates à New York, hein, avec tous les billets, tous les excédents de dollars qu'on avait dans les échanges commerciaux avec eux. Il envoyait là-bas et les Américains étaient obligés de les échanger contre des lingots d'or. Et ils revenaient avec les lingots d'or. Hein, et c'était entreposé là-bas. Donc les Américains sont arrivés quasiment à un stock d'or zéro. Hein, aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de reconstituer leur propre stock, mais ils n'y arrivent pas parce que les Russes, la gouverneure de la banque centrale russe, à Moscou, elle achète tout ce qui passe, ainsi que les Chinois. Et les Chinois et les Russes sont en train de mener une guerre financière métallique aux Américains, absolument épouvantable. Les Américains savent qu'ils vont la perdre. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Hollande aujourd'hui réclamait l'or de la France aux États-Unis, les Américains seraient pas en capacité de nous le rendre ? En partie, enfin, théoriquement, hein, je dis bien théoriquement, mais je mettrai pas ma main à couper là-dessus, hein, ni le reste d'ailleurs. Non mais c'est vrai. C'est bientôt Noël. Je ne mettrai pas à couper en disant que tout l'or de la France est sous la place des Victoires. Hein ? Voilà. Déjà que je pense qu'une partie de l'or il y a eu des accords secrets qui ont été signés entre les États-Unis et la France. Je pense qu'une partie de l'or, même si Marine Le Pen a envoyé une lettre il y a à peu près 4 mois en demandant au gouverneur, Monsieur Noyer, de la Banque de France, de lui dire combien de tonnes d'or, etc. on avait, Noyer l'a rassuré en disant que tout notre or se trouve à Paris. Il y a toute une partie infime qui se trouve, je sais plus où, à Washington, enfin à New York, pardon, ou à Londres. En revanche, c'est pas le cas de beaucoup d'autres pays, hein. Par exemple la Belgique. Dans le livre, je montre comment les Belges se sont fait avoir. C'est là où je parle justement de la chanson de la Légion étrangère. Pour les Belges, il y en a plus. Non, mais c'est vrai. Ils se sont fait dépouiller, alors que la Belgique était le pays qui était le plus riche au monde par tête d'habitant en termes d'or. Je ne sais pas si vous parlez de 1000 tonnes d'or vendues sans leur agrément. Bien sûr, tout ça a été fait en catimini. Et dans 666, vous voyez que tout ceci ne peut exister que par la politique de corruption totale des politiques et surtout des ministres des Finances et de tous les gens qui travaillent dans les ministères des Finances, une corruption totale par la CIA. Totale. Ça fait pas un peu théorie du complot, la CIA, toujours vous en parlez beaucoup. Vous avez beaucoup de documents dans mon livre qui le prouvent. Hein. Franchement, là, je pense que je suis en dessous de la vérité. D'ailleurs, vous le disiez vous-même tout à l'heure, vous vous demandiez où je me suis préoccupé de tous ces documents. Où Non, mais n'oubliez pas que je suis totalement bilingue. Oui, ça aide beaucoup. Oui. Ça aide.
Vous parlez aussi du FMI et puis de la NSA aussi qui ont été mobilisés par ce qu'on appelle, parce qu'aux États-Unis il y a un gouvernement légal, mais c'est pas le gouvernement légal qui dirige. C'est ce que Peter Dale Scott a appelé l'État profond, c'est-à-dire un État parallèle à l'État vitrine, oui. Etc. Dans lequel la CIA évidemment le bras armé pour faire toutes ces basses manœuvres, etc. Mais vous parlez aussi du rôle du FMI et de la NSA. Pourquoi ces gens aussi sont dans la boucle dans cette opération ? Je vais vous répondre par quelque chose de très factuel. Dans les câbles diplomatiques qui ont été révélés dans le cadre de Wikileaks, vous voyez par exemple Hillary Clinton qui voulait absolument obtenir un vote à l'ONU très particulier. Et donc elle demandait à ce que tout soit mis en œuvre, elle demandait à la CIA à ce que tout soit mis en œuvre sur tous les patrons de délégation, à ce que leur urine soit capturée dans les hôtels où ils descendent, et à ce que tout soit analysé pour voir s'ils avaient des maladies, etc. Pour que la CIA puisse agir sur eux, pour les faire chanter, pour que du moins pour qu'ils aient toutes les informations de leur côté pour arriver au vote qu'ils veulent. Donc c'est quelque chose de vital. Les Américains ont toujours fonctionné de cette façon-là. L'histoire de la CIA, c'est pas quelque chose. Allez place de la Concorde. Vous allez voir qu'au-dessus de l'immeuble de l'ambassade américaine, ils ont construit quelque chose de nouveau sur lequel vous avez des antennes qui sont dissimulées. C'est des antennes de réception de conversation téléphonique. Et vous savez, c'est faux décor. Vous savez, quand on peint sur un pan de mur, vous savez, on peint des fenêtres, ils ont fait exactement la même chose. Et ça leur permet, si vous voulez, de capter l'intégralité des discours, des échanges téléphones de l'Élysée qui était à 50 mètres. C'est absolument stupéfiant. Donc, dites-vous bien que les Américains ont absolument besoin de contrôler. Ils savent que contrôler tout pays commence par le contrôle de sa monnaie. La politique monétaire, c'est la chose la plus précieuse qui puisse exister pour un pays. Vous pouvez vous appeler Marine Le Pen, prendre le pouvoir demain. Si vous ne contrôlez pas la politique monétaire, le pays vous échappera. Et de la même façon, si vous appelez Mélenchon, pareil. Ouais, vous nous avez dit tout à l'heure que de toute façon, les politiques aujourd'hui ne gouvernaient rien à ce niveau-là, ne contrôlaient rien à ce niveau-là. Dans le cadre de cette Europe-là, non, c'est clairement le pouvoir n'est plus en France, il est à Bruxelles, vous le savez pertinemment. Mais en admettant que Marine Le Pen ou Mélenchon soient élus, en admettant qu'ils veulent reprendre l'indépendance, du moins Marine Le Pen, qu'elle veuille vraiment reprendre ou sortir de l'Europe, d'accord, et encore ça je suis pas sûr parce qu'avec Philippot on peut avoir des doutes. Mais en admettant qu'elle veuille sortir de l'Europe, si elle ne prend pas le contrôle de la politique monétaire, elle perdra le contrôle du pays. Et c'est cette logique d'amasser de l'or ou de récupérer toutes ces valeurs. Quand on parle de toutes ces richesses, notamment dans les pays du Moyen-Orient, quelle est la position de tous des pays arabes et notamment autour d'Israël, de tous ces pays-là? Quelle est leur politique par rapport à ça? Alors c'est une très excellente question. Parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais enfin bon, c'est clair que sans vouloir être uniquement centré sur la chose, on peut aujourd'hui il y a ce pouvoir-là, mais le pouvoir économique qui est lié au pétrole et aux énergies et aussi au Moyen-Orient et notamment autour d'Israël et les pays du Golfe. Alors c'est une très très bonne question. Vous avez vu qu'à un moment donné il y a eu la guerre économique entre l'Iran. Les États-Unis ont déclaré l'Iran persona non grata. Donc ils les ont exclus de SWIFT. Le réseau de paiement financier international, d'accord? Donc plus personne ne pouvait payer les Iraniens pour leurs produits, notamment pour leur pétrole, tralala. Et il y a à peu près un an, ça s'est dégelé. Les Américains ont rebranché les Iraniens sur SWIFT, en partie, mais dans les accords, ils ont mis une ligne précise en disant il vous est interdit de payer de recevoir de l'or en paiement de votre pétrole. Vous voyez? Ils tiennent toujours à ce que les gens n'aient pas d'or. Le diable est dans les détails, comme dirait Blight. C'est très précis. Alors maintenant, je vais répondre à votre question en ricochet. La situation diplomatique entre la Turquie et les États-Unis ont dégénéré. Pourquoi? Parce que les Iraniens ont commercé, bien entendu, avec les Turcs, et que tous les paiements ont été faits avec des lingots d'or, et que les Américains ont commencé à gueuler. Les Turcs leur ont dit mais nous on n'est pas concernés, allez vous faire voir. Et donc vous avez tout un tas de pays justement du Moyen-Orient, je pense notamment au Qatar, mais surtout à l'Arabie Saoudite et à comment s'appelle l'autre pays là, le UE, les Émirats Arabes Unis. Voilà, les Émirats qui ont une plateforme de paiement or
tout passait par là, par des sociétés de paiement intermédiaires pour tous les pays qui étaient interdits de SWIFT. En l'occurrence, ça concernait l'Iran. Donc aujourd'hui, les pays, les Saoudiens, par exemple, même s'ils sont totalement contrôlés par les Américains, ils achètent quand même beaucoup d'or. Allez à Monaco, allez par exemple à Chypre. Et vous allez découvrir que beaucoup tous les pays du Moyen-Orient, en fait, il y a un trafic d'or absolument phénoménal. C'est très intéressant. Tout le monde sait que le dollar va exploser. Vous savez, aujourd'hui, le dollar, par rapport à sa date d'émission de 1913, il ne vaut plus que 4 centimes. Donc tout le monde sait que le dollar va arriver à sa fin très prochainement. Donc il importe d'avoir, si vous avez 10 milliards de dollars en tant que pays ou même en société de pétrole, vous avez 10 milliards de dollars américains et que demain, du jour au lendemain, ça vaut plus rien. Vous faites quoi ? Vous pouvez même être demain, vous faites faillite à cause de ça. Donc les gens sont obligés, ils savent ça, les Chinois le savent, les Russes le savent. La gouverneure de la Banque centrale de Russie est d'une femme d'une extraordinaire intelligence parce qu'elle pilote ça d'une façon remarquable pour le bien du peuple, elle, contrairement à notre gouverneur qui s'appelle Monsieur Noyer et qui va nous noyer, comme son nom l'indique. Moi je rappelle toujours que avant la catastrophe de Chypre, le gouverneur de la Banque centrale s'appelait Monsieur Panikos. Ça ne s'invente pas. Non, ça ne s'invente pas. Mais vous savez, moi j'attache beaucoup d'importance aux noms, à la signification des noms, surtout quand on est gouverneur de Banque centrale. Si vous avez un mec qui s'appelle Monsieur Fauché, qui est gouverneur de la Banque centrale, c'est vrai que ça la fout mal. Là, ça la fout mal. Je rappelle que les billets de banque foireux de Milosevic s'appelaient les Jovanovic. Il faut faire attention à ce qu'on dit, monsieur Jovanovic. Mais bien sûr. Non, mais c'était pas moi. Attention, c'était pas moi. Non, mais c'est très intéressant d'ailleurs ce que vous dites, parce que le fameux billet de 500 milliards de dinars, vous savez que les gens avaient des maux de tête. Les ménagères, en faisant leur course au marché, avaient des maux de tête. Elles n'arrivaient pas à calculer. Elles faisaient leurs courses, à la fin elles rentraient, elles avaient la tête explosée à faire de faire des calculs avec toutes les. Oui. Enfin, le billet Jovanovic, le rouge, c'est un écrivain qui s'appelait Jean Jovanovic en fait techniquement. Et c'est intéressant d'ailleurs. Il écrivait des contes pour enfants. C'est le Grimm serbe, on va dire, ou l'Andersen serbe. Oui. Donc ça vous montre bien, si vous voulez mettre un écrivain qui écrit des contes pour enfants sur un billet, déjà. Ça donne la valeur de la chose. Ça donne la valeur de la chose. Bien, je laisse. Ça veut dire qu'il y a une infantilisation. Ouais. Non, mais je vais plus loin. Ça veut dire qu'on infantilise la population. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, j'ai beaucoup étudié les billets de banque. J'ai beaucoup étudié les billets. Vous avez tout un chapitre dans le livre 666 et c'est même fascinant. C'est extraordinaire. Tant qu'on était au standard or, même en France, en particulier en France. Vous aviez sur le billet de la Banque de France, vous aviez des anges. Des anges. Vous vous rendez compte ? Des anges. Mais aujourd'hui, vous aurez les mecs qui disent oui, c'est la République laïque, on ne va pas mettre des anges sur des billets de banque de la Banque de France. Si, il y avait des anges. Il y avait Hermès. Il y avait Iris. Il y avait Déméter. Il y avait Héra. Il y avait vraiment tout le panthéon grec. Vous voyez, c'était... Et au fur et à mesure qu'on s'est déconnecté de l'or, les dieux sont partis. Ils ont quitté les billets. C'est très intéressant à observer. Et moi j'attache beaucoup d'importance à ça. D'une part parce que ça m'a permis, si vous voulez, la connaissance de la mythologie grecque m'a permis de décrypter, on va dire, le texte de Jean, de comprendre, notamment comme tout à l'heure, la bête avec les 7 têtes qui sort de l'eau. Voilà, vous avez l'hydre de Lerne, la planche à billets qui repousse, etc. C'est extrêmement important. Et maintenant, pour moi, c'est Monsieur Prieur qui était un des plus grands numismates français, le plus grand spécialiste, expert auprès des tribunaux, etc. À partir du moment où on est arrivé à l'euro, on n'avait même plus des écrivains. Pascal, vous vous souvenez des billets de Pascal dans les années 70, Victor Hugo, le billet de Victor Hugo, Napoléon, le billet de 5, qu'est-ce qu'il y avait, Descartes, le fameux billet de Descartes avec les trucs persiens là. Vous savez, même eux ont disparu, l'intelligence a disparu. Les billets ronds, maintenant vous avez quoi, des portes et des fenêtres. Vous n'avez plus rien qui permette aux gens de s'identifier. C'est les humanités qui ont disparu en fait. Mais c'est d'abord dédivinisé. On a éjecté les dieux, ensuite on a éjecté les hommes, on a éjecté leur intelligence, et maintenant c'est des objets inanimés. C'est des portes et des fenêtres et des ponts.
à la valeur de la monnaie. Castorama. Bricomarché. C'est Bricomarché. Bien, sur ces considérations et pour laisser un petit peu nos auditeurs le temps de faire le point sur toutes ces informations, je vous propose, chers amis, une pause musicale qui est la bienvenue, bien sûr. Voilà. Bien, chers auditeurs, de retour sur Méridien Zéro pour une émission ce soir avec Pierre Jovanovic pour parler finances et autres malversations du même ordre à l'occasion de la sortie de son livre 666 est sorti aux éditions Le Jardin des Livres, que nous vous recommandons bien évidemment vivement, qui nous permet d'aborder des sujets dont on ne parle pas forcément suffisamment et qu'il était important ce soir d'évoquer tous ensemble. Eugène Crampon avec moi bien sûr. Eugène, je vous laisse la parole pour cette deuxième partie. Eh bien, nous repartons sur un chapitre important du livre, d'autant qu'il y a une archive qui est publiée sur la manière dont les États-Unis, ils l'ont écrit, c'est un document de 1949 sur la manière dont les États-Unis ont mis en coupe réglée l'Allemagne, l'ont esclavagisé. Je sais pas où vous avez trouvé ce document, Pierre, c'est proprement hallucinant, j'avais jamais vu ce truc-là. Et précisément, pourquoi les États-Unis ont éprouvé le besoin, surtout, de mettre le prisme sur l'Allemagne, d'anéantir cette nation, de manière à l'esclavagiser? Alors ils avaient théorisé ça jusqu'en 2009, mais ça continue, je pense. Techniquement, l'Allemagne sera l'esclave des États-Unis selon ce document jusqu'en 2099. Déjà. Et le même document existe, même si on l'a pas, mais je suis Bodor, on a 98% de chance que le même document existe pour le Japon, puisque les deux pays ont interdiction formelle d'acheter de l'or par ce document. Ce document d'ailleurs dit quelque chose de très précis. Il dit que les Américains contrôleront les médias allemands, contrôleront également leur banque, leur système financier. Et c'est intéressant de remarquer que les souvenirs justement du chef du contre-espionnage allemand, qui a publié ses souvenirs, dont ce document, donc c'est lui qui l'a publié, aucun éditeur allemand n'a souhaité le publier. Je rappelle aussi que, en tant que directeur littéraire, moi j'ai publié L'Or des Fous de Julian Tett, qui montre la grande arnaque de Wall Street, et que à ce jour, nous sommes le seul éditeur autre qu'anglais dans le monde à l'avoir publié. Il n'est jamais sorti en Allemagne, par exemple. Donc ça vous montre bien que le système médiatique est bien contrôlé par les Américains, comme d'ailleurs il l'est en France. Je tiens à le préciser. Et ce document montre quelque chose de très précis. Les Américains ont envahi l'Allemagne, donc ils l'ont mis sous leur domination, comme ils l'ont fait avec le Japon. Et aujourd'hui, ils se servent de ça pour contrôler le monde. C'est leur enclave. Marie-France Garot n'est pas là. Elle a donné une interview il y a pas très longtemps dans laquelle elle donnait un truc très technique, mais ça montre bien, si vous voulez, que l'Allemagne est le cheval de Troie américain au sein de l'Europe. Plus que l'Angleterre. Plus que l'Angleterre, oui. Oui, il y a beaucoup plus, oui. Beaucoup plus. Ce document en est la preuve. Ce document, on a la preuve tangible. Marie-France Garot peut vous en donner effectivement d'autres. Mais d'ailleurs, je vous rappelle que la fameuse banque, Bankers Trust, la banque des escrocs, la plus grande banque d'escrocs américains, ça je le racontais dans le livre Blight Masters, elle était en faillite. Son action à Wall Street était tombée quasiment à zéro. Les gens étaient absolument ruinés. Et au moment où son action était à zéro, d'un seul coup, comme par hasard, c'est la Deutsche Bank qui a racheté cette banque pourrie qui traînait derrière elle une réputation d'escroquerie permanente à tous les clients, et qui a été nommé à la tête de cette banque, comme par hasard, un monsieur qui allait devenir 2 ans plus tard le numéro 3 de la CIA, directeur financier de la CIA. Je fais juste un petit retour. Alors, vous voyez que je suis pas du tout dans la théorie du complot, puisque le passé nous montre que tout se tient, que tout se tient, et que la CIA a compris bien mieux que tout le monde que l'espionnage, c'est pas vraiment l'espionnage militaire le plus important, c'est pas de savoir machin ceci, même si c'est important, mais c'est surtout contrôler les routes financières. Vous citiez plusieurs fois, vous avez cité Marie-France Garot. Oui. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus. Pour vous, ces analyses sont dignes de foi, justes. Je rappelle pour nos auditeurs que c'est une gaulliste, une égérie gaulliste, conseillère. Elle a été conseillère de Pompidou, je crois. Elle a travaillé avec Pompidou. Ensuite Chirac. Ouais. Chirac aussi. Chirac, il y avait, je sais plus, Newsweek ou Time, je crois qu'il avait même sur la femme. Comme vous l'avez cité 2-3 fois. Je le cite 2-3 fois parce que c'est une femme d'une intelligence absolument remarquable, et ensuite ses analyses sont d'une pertinence mais absolument hallucinante, quoi. C'est vraiment total délire. Moi j'ai réécouté des interviews d'elle il y a à peu près 20 ans. Son problème, elle a un grave problème. Grave, on s'entend. C'est une juriste.
C'est une spécialiste du constitutionnel, plus précisément. Et donc, en tant que juriste ou législative, elle ne voit pas les conséquences économiques de la chose. C'est-à-dire qu'elle ne lit pas les conséquences d'un tel texte, vraiment, elle ne voit pas les conséquences colossales économiques derrière, quoi. Pourtant, vu son CV, on pourrait la considérer comme un élément à part entière du système. Ah non, moi je vois pas du tout Marie-France Garot comme un élément du système. Alors là, détrompez-vous. Au contraire, moi je vois. Mais quand dans son CV, on a travaillé avec Chirac, avec Pompidou, avec des gens comme ça, on peut se dire que on est partie prenante d'une situation. Oui, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Attention, n'oubliez jamais ça. Pendant très longtemps, jusqu'en 1998, vous aviez le bloc du bien et du mal. Hein, vous avez le bloc des bleus, hein, l'OTAN, la France, etc. Et puis vous avez le bloc brejnevien, on va dire, de l'URSS. CCP, chèques postaux russes. Non, mais c'est vrai, c'est très important de se remettre mais même dans ce cadre-là, Marie-France Garot a toujours été une visionnaire. Dans ce cas-là, elle avait toujours eu de très très bonnes, vraiment d'analyses remarquables. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait avec Eugène, enfin la discussion sur les questions que posait Eugène par rapport à l'Allemagne, comment peut-on imaginer aujourd'hui un pays souverain comme l'est devenu l'Allemagne, on peut le voir aussi comme ça. Il n'est pas souverain. Enfin, le document que je publie montre qu'il n'est absolument pas souverain. Oui, mais avec aujourd'hui un pays qui a un taux de croissance comme celui de l'Allemagne, est-ce qu'on pourrait imaginer mais aux dépens de qui, pardon? Aux dépens de qui? De tout le reste de l'Europe? Non, mais ça c'est à préciser parce que l'Allemagne est souvent montré comme un modèle économique. On pourrait tout à fait imaginer qu'il puisse s'affranchir de cette tutelle-là pour pouvoir justement revenir sur ce marché, renégocier de l'or et racheter. Pourquoi est-ce qu'on est encore dans cette espèce de logique qui nous emmène vers 2099 avec un pays qui pourtant aujourd'hui nous est montré comme un modèle économique à tout point de vue? Non, mais attendez, confondez pas deux choses si vous voulez. D'une part, l'Allemagne a toujours eu une réputation pour ses produits absolument incontestables. Hein, la réputation des Mercedes, elle n'est plus à faire. Et puis elle date pas d'hier. Hein. Ça mais sans parler de ça, c'est quand même un pays qui a intégré quasiment la moitié de sa population. On aurait pu prédire quelque chose de tout à fait, une véritable tragédie. La base. Oui, c'était sa population, mais enfin c'était pas tout à fait le même niveau économique non plus. Oui, mais enfin bon, ça l'a pas empêché de l'intégrer. Hein. Ils s'en sont très bien sortis. Hein. C'est toujours l'Allemagne. Marie-France Garot à ce sujet puisque quasiment la même question lui a été posée. Elle disait, n'oubliez pas une chose, à l'époque de Napoléon, existait un pays qui s'appelait la Prusse. Hein, qui était aussi des Allemands, et aujourd'hui ce pays n'existe plus. Hein, voilà. Donc c'est plutôt intégré dans l'Allemagne, vous voyez. Il y a vous savez, chaque pays, chaque peuple a ses aptitudes, a ses qualités, a ses défauts. Et aujourd'hui, on veut absolument niveler tout le monde. C'est strictement impossible. Non, mais ma question, c'était plutôt de se dire, un pays qui aujourd'hui dans une véritable logique de croissance, qui véritablement s'enrichit, est-ce qu'on peut envisager un affranchissement de cette tutelle, un dépassement ou reprendre des Américains? Oui, cette tutelle américaine. Attendez, c'est aux Allemands de le faire, c'est pas, je veux dire. Non, mais est-ce qu'on pourrait l'imaginer? On a du mal à comprendre les ressorts psychologiques. C'est vrai qu'on peut avoir du mal à comprendre que Madame Merkel ce soit finalement un pion des États-Unis, alors que c'est une bonne femme qui a l'air assez forte, assez bon. Je parle pas de sa corpulence, hein, je parle de son caractère. Elle a quand même osé dire merde aux Américains au moment où ceux-là ils ont voulu les déposséder de leur or. Hein. Il y a un chapitre que vous avez appelé l'or du Rhin, ils ont volé l'or du Rhin, etc. Oui, elle a dit non. Attention, ça c'est dû au fait, si vous voulez, que Angela Merkel a découvert que ses conversations les plus intimes étaient écoutées par la NSA. Et là, elle a pété un plomb. Elle a pas du tout aimé. Elle a pas du tout aimé non plus l'épisode où Sarkozy a essayé de lui piquer son or. Hein, qui était déjà entreposé à New York. Hein, ils ont essayé de voler Obama, Cameron et Sarkozy. D'ailleurs, c'est tout un chapitre du livre. Ils ont essayé de voler l'or de l'Allemagne, qui était déjà entreposé, parce que ça évitait aux Américains de le rendre. Hein, voilà, ça leur posait un problème plutôt juridique, on va dire la chose. Et donc, ceci explique cela. C'est une série de réponses du berger à la bergère, ou de la bergère plutôt au berger. Hein, voilà. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Angela Merkel est allée beaucoup plus loin, puisqu'elle a expulsé le chef de station de la CIA. Donc, vous voyez que moi, dès que je parle de politique monétaire, la CIA est toujours là, elle est toujours à côté. La preuve, Angela Merkel a expulsé, hein, et tout ça sur fond de bataille sur l'or de l'Allemagne. Elle est en plein dans mon sujet, ou plutôt je suis en plein dans le sujet. Et non seulement, c'est incroyable parce que ce livre est sorti fin octobre 2014, et qu'est-ce qui s'est passé en janvier de cette année, 2015 hein, la Banque Centrale Européenne qui décide de faire 1000 milliards de planches à billets. Hein, parce que la situation est on est en faillite, toutes les banques sont en faillite. Donc la seule solution qui reste aux Européens, à la BCE, c'est de violer son propre règlement intérieur, hein, dans lequel il est précisé qu'il lui est interdit de fabriquer de la monnaie de singe, hein, contrairement aux Américains d'ailleurs. Et donc du coup, la BCE fabrique elle aussi de la monnaie de singe.
mais qu'elle refuse de donner aux Grecs, par exemple. Je reviens quand même à ma question, mais qu'est-ce qui oblige un chef d'État comme Madame Merkel de passer sous les fourches codines des Américains, de leur dire, vous nous disiez tout à l'heure précisément, ils disent qu'ils veulent la mettre en coupe réglée, qu'ils veulent mettre l'Allemagne en coupe réglée jusqu'en 2099, est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui oblige les Allemands aujourd'hui à être les valets des Américains? D'une part, le texte que je publie, c'est la première chose. Ensuite, n'oubliez pas que la part de marché de BMW, de Porsche aux États-Unis, c'est quand même à peu près 20 ou 30% de leurs ventes. Demain, vous supprimez 30%, voire 40% des ventes de toutes les entreprises allemandes de l'Allemagne, et l'Allemagne se retrouve dans un niveau proche du Portugal. Il y a quand même le commerce allemand, germano-américain est quand même absolument, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant. Donc ils ne peuvent pas non plus je veux dire, vous ne pouvez pas couper les ponts du jour au lendemain. Le fait qu'elle ait expulsé le chef de station de la CIA, c'était déjà une gifle colossale. Elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû faire. Elle a été d'un courage absolument étonnant d'ailleurs sur cette affaire. Même si sur d'autres dossiers, elle est tout à fait la valette, on va dire comme ça, le valet des Américains, sans aucun problème. Alors, et l'or de l'Allemagne est toujours là-bas. Hein. Alors, autre pays dans la tourmente dont vous parlez dans 666, c'est le cas de la Suisse. Donc vous dites qu'en 10 ans, ils ont liquidé quasiment 1550 tonnes d'or, ce qui est quand même pas rien, et qu'ils ont validé. Et pourquoi ont-ils validé et voté l'abandon de leur or qui garantissait la solidité de leur franc? C'est une très bonne question. C'est une excellente question, d'autant plus que dans la Constitution de la Fédération suisse, il est marqué noir sur blanc que le franc suisse doit être garanti par 40% ou 40% on va dire, de métaux précieux pour garantir sa monnaie. Et ce texte-là a été enlevé en toute discrétion du peuple suisse. Il n'y a même pas eu de vote. Vous savez, comme les Suisses sont célèbres pour leur vote dans les cantons, etc. Là, il n'y a pas eu de vote comme par hasard. C'est curieux, hein? C'est quand même extraordinaire. Par quel phénomène vous expliquez ça? La CIA. Très belle opération de la CIA. Magnifique opération de la CIA. Pareil, on voit les Suisses dans la tourmente depuis quelques années, notamment sur cette histoire de levée du secret bancaire. Ça aussi, c'est une histoire de CIA? Bien sûr. Quel est l'intérêt de lever le secret bancaire aujourd'hui pour la CIA? C'est pas tant pour la CIA, n'oubliez pas. Vous assistez, la CIA est aux ordres du gouvernement américain. Et le gouvernement américain, le vrai, c'est la Fed. Hein, c'est pas vraiment le Obama ou les autres. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le dollar arrive à sa fin. Aujourd'hui, le dollar ne vaut plus que 4 centimes. Donc, il importe pour eux de récupérer le maximum de dollars. Comment récupérer le maximum de dollars? En forçant tous ceux qui ont planqué leur fortune en Suisse ou ailleurs à le ramener aux États-Unis. En l'occurrence, dans un État qui s'appelle le Delaware. Le Delaware est aux États-Unis, ce que le Luxembourg est pour l'Europe. C'est une lessiveuse. Voilà. Et ce que veut la Fed américaine, c'est ramener tout, qu'il n'existe plus aucun paradis fiscal sur Terre, sauf les paradis fiscaux anglo-saxons, bien entendu, mais que tous les autres soient rayés de la carte. Et c'est ce que vous avez observé maintenant depuis à peu près depuis le début de la crise. Hein. Depuis le début de la crise, moi j'ai vu très précisément la destruction progressive. Ça a commencé par un petit procès, puis il y en a un deuxième, etc. Ça a commencé par les arrestations dans les aéroports des cadres bancaires de l'UBS, de l'Union des banques suisses, de la banque je sais pas quoi. Enfin, on a toujours des banques suisses. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez même Falciani qui a reconnu à BFM qu'il avait travaillé pour la CIA, qu'il avait volé tous les comptes, les noms de tous les étrangers qui avaient un compte à la HSBC Genève, hein, ou à Lausanne, hein, il les a fait grâce à l'aide de la CIA et de la NSA. Il l'a dit chez Bourdin. J'invente rien. Chaque fois que vous touchez politique monétaire, vous commencez à examiner ça, et d'ailleurs c'est assez amusant parce que aux États-Unis, vous avez un écrivain qui s'appelle Jim Rickards, qui a écrit d'ailleurs des choses très intéressantes, mais qui auparavant travaillait quand même pour le Pentagone, hein, et qui s'occupait d'un département guerre financière, justement où on retrouvait des gens des militaires, de la CIA, de la NSA, etc. Et maintenant, il est un auteur à succès. Et comme par hasard, dès qu'il publie un livre, dans les 15 jours qui suivent, son livre est publié en 50 langues. C'est intéressant, non ?
C'est le hasard. Bons et loyaux services. Voilà, c'est un bon. Même ce qu'il dit d'ailleurs est très, au demeurant est très intéressant. Mais je le dis et je le répète, la destruction de la Suisse, hein, ça, d'abord c'est les politiques suisses qui ont trahi leur peuple. Hein, c'est les ministères en général les ministres des Finances, hein, parce que c'est eux qui sont pris dans la cible, dans l'œil des opérations spécifiques des agents sur place, et donc ils leur demandent de vous faites ceci et cela pour nous. Et sous cette lumière-là, sous cet éclairage-là, vous comprenez mieux pourquoi, alors que strictement rien, tout allait bien en France à l'époque, hein, Sarkozy décide de vendre 600 tonnes. C'est comme si on avait, je le répète à nouveau, c'est comme si on avait vendu la Joconde ou les tableaux de Raphaël à Chantilly. C'est exactement la même chose. Vendre 600 tonnes d'or de la France, c'est vendre la richesse de la France. C'est comme si on avait vendu la Tour Eiffel. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu une campagne de presse énorme contre le Vatican, mais contre la Suisse aussi, puisque on a même mobilisé dans cette histoire, ce que Finkelstein a appelé l'industrie de l'Holocauste. On a parlé de biens juifs en déshérence, etc. Est-ce que tout ça, ça n'a pas pesé dans le fait que les Suisses étaient obligés de lever le pied? Mais c'est la même. Mais vous avez très bien observé. C'est exactement la même opération. Moi, je peux vous dire, j'ai assisté à l'arrestation de Michailo Liakis à Athènes. Hein, en tant que j'étais le seul journaliste français à Athènes ce jour-là, j'ai assisté et j'ai vu. C'est même pas, je l'ai vu, mais j'ai pu le confirmer avec mes collègues grecs, les journalistes grecs qui étaient là, parce qu'on a attendu 2 heures ou 3 heures devant le commissariat central d'Athènes. L'opération, la mise en scène de l'arrestation de Michail Yorakis est exactement la même que celle de Dominique Strauss-Kahn. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont attendu, pour le laisser sortir du commissariat, ils ont attendu l'ouverture du journal de 19h. C'est pour les Grecs. Nous, c'est le journal de 20h, mais eux, c'est le journal de 19h. Et donc, juste à 19h pile, comme par hasard, Michail Yorakis passait devant tous les journalistes avec leurs caméras, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans certaines images, vous me voyez en train de prendre des notes. C'est vraiment bizarre. Et les journalistes grecs me disaient, nous, on n'a jamais vu ça. De mémoire de journalistes grecs, nous n'avons jamais vu une telle mise en scène pour l'arrestation de tel ou tel politique corrompu, ou je sais pas. Ils n'ont jamais vu ça. Jamais de leur vie, jamais. Et on est sur le même plan d'égalité qu'avec l'histoire Strauss-Kahn, en l'occurrence c'est-à-dire au niveau de la mise en scène, au niveau du trucage, au niveau du mensonge, au niveau du... d'accord. Bien sûr, c'est exactement le même. On l'a appris d'ailleurs, 2 ans plus tard, puisque l'un des cadres de Aube Dorée avait enregistré une conversation avec un de ses potes, qui était au gouvernement, qui expliquait que tout ça avait été organisé avant, et que la peau de Michail Yorakis avait été promis à je sais plus quel congrès israélite, ou Papa Andréou, je sais plus quel, le premier ministre grec est allé à New York, et leur a promis, il était foudrage parce que l'arrestation n'avait pas été faite assez rapidement, ou il avait peur qu'il soit relâché. Et donc ils se sont arrangés pour trouver un juge qui était du même village, des copains d'enfance, du mec. Vous voyez, c'était vraiment organisé jusqu'au dans les détails. Et c'était à la demande spécifique d'Israël. Et d'ailleurs, au lendemain de l'arrestation de Michail Yorakis, comme par hasard, une grande banque israélienne avait investi dans une banque d'Athènes. Bon, voilà, il n'y a pas de hasard. Non mais sincèrement, il faut que vous compreniez ça, il n'y a pas de hasard. La politique, dès que vous touchez, je le répète, je le dis à tous vos auditeurs, ne vous laissez pas berner par tout le jeu de marionnettes, le théâtre de marionnettes. Il faut regarder les mecs en dessous qui agitent. Vous savez, c'est comme en ce moment, il y a le festival de Cannes qui commence, donc pendant 15 jours, vous n'aurez pas d'infos. Hein. Vous aurez toutes les pétasses qui défilent là, sur leur tapis rouge, etc. Et puis tous les connards qui s'extasient sur la robe d'un tel et un tel, avec des films bidons qui n'ont aucun intérêt. Bon, passons. Mais ce qui est intéressant à Hollywood, parce que j'ai vécu avec une productrice, c'est justement, c'est pas les acteurs qu'on vous montre qui sont intéressants, ce sont les producteurs. C'est eux qui financent le truc, c'est eux la clé de voûte de Hollywood. Vous ne les voyez jamais. Vous ne les voyez jamais. Jamais. Les producteurs, vous ne les voyez, vous avez strictement rien. Vous avez peut-être 1 ou 2, 3 photos, etc. Mais c'est tout. C'est eux qui tiennent Hollywood. Alors que vous avez l'impression, au vu du cirque média, vous avez l'impression que ce sont les acteurs, que c'est Tom Cruise, c'est machin, c'est un tel, c'est tel acteur, actrice, preneur, pas du tout. C'est quelque chose de très très précis,
Et la mise en scène dont vous parliez justement sur la Suisse, pardon, qui garde par devers eux les biens saisis ou des gens qui ont été des juifs qui ont été déportés, c'est pas du tout par hasard que ce soit sorti à ce moment-là. Vous devez mettre ça, vous prenez cette affaire, des biens juifs dont les comptes sont restés en Suisse, comme par hasard ça sort à ce moment-là. Vous prenez les affaires de pédophilie, comme par hasard ça sort au moment où la JP Morgan, etc. essaye elle croise le fer avec le Vatican. Vous prenez l'affaire Michaeliakos, vous prenez l'affaire Strauss-Kahn, c'est très très intéressant, c'est des mises en scène. Il y a une intelligence remarquable. Et d'ailleurs, pour preuve, tous vos auditeurs vont comprendre et vous aussi, vous allez tout de suite tilter. Regardez bien, quand vous zappez sur BFM, vous passez de BFM à iTélé. Et à 20h, si vous zappez de BFM à iTélé, à France 2 et sur TF1, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez exactement les mêmes sujets traités les uns après les autres. Donc ça vous montre quoi ? Vous n'allez pas me dire que les 4 rédactions se réunissent ensemble tous les jours, font des conférences de rédaction à 10h, etc., tout ensemble, pour dire, on va faire tel sujet maintenant. Mais non, vous voyez bien qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui leur dit, voilà, vous allez faire ça, ça et ça, et que les mecs reçoivent leur feuille de route tous les jours en disant, on doit traiter ça et pas le reste. On peut même imaginer qu'ils sont tellement conditionnés qu'il n'y a même pas besoin de feuille de route, les choses deviennent tellement naturelles et évidentes que je dirais que ça coule de source en termes d'évidence, d'actualité à ressasser pour enfoncer toujours les mêmes valeurs et les mêmes idées. Bien sûr, c'est la manipulation des masses. C'est la manipulation des masses. C'est pas par hasard que le Crédit Mutuel a acheté tout un ensemble de journaux régionaux. Le Crédit Mutuel, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la radio ici maintenant, de cette façon, quand vous avez une campagne, comme vous avez eu la campagne des élections départementales c'était en janvier ou mars, je ne sais plus, la couverture que vous donnez, vous êtes patron d'un journal, vous avez 5 journaux à votre disposition, vous dites à votre rédacteur en chef, mon pote, tu vas donner 20% de place de plus à un tel parce que c'est ma volonté et t'as rien à dire sinon je te vire, tu vas chercher du boulot ailleurs. Voilà. Et donc vous agissez littéralement sur les élections parce que les élections elles se jouent parfois à 1% des voix. Donc à partir du moment où vous donnez plus de couverture avec vos journaux pendant un mois sur tel candidat, vous le faites gagner. Regardez ce qui est arrivé à Nigel Farage en Angleterre. C'est éloquent. C'est absolument éloquent. Nigel Farage était désespéré. J'ai échangé quelques SMS avec lui. Il était persuadé qu'ils auraient au moins 2 ou 3 députés. Et même lui a perdu. Parce que Cameron et tout le système se sont mis contre lui. Ils ont bombardé, mais vraiment genre orgue de Staline, vous voyez, l'équivalent médiatique des orgues de Staline. Vous voyez. Alors justement, là où le bas blesse, pourquoi est-ce que ça fonctionne pour le UKIP et pourquoi est-ce que ça fonctionne pas pour le Front National ? Non, l'UKIP et le Front National se sont retrouvés exactement dans la même solution, exactement la même chose. UKIP, ils ont eu 3 millions de votes, ils ont eu un élu. Le Front National a eu je sais pas combien de millions de votes, ils ont eu 50. Oui, alors que vous avez un petit pour les législatives, un parti quelconque, là c'était la même chose. Vous avez un parti qui avait 250 000 voix, mais ils avaient 50 élus. Et Farage a vécu exactement la même chose que Marine Le Pen au mois de mars. Voilà. Exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est tout le système médiatique qui, comme un système ouais, j'aime bien ça, les orgues de Staline ou de Brezhnev, je sais pas quoi. Staline. C'est vraiment le truc médiatique, quoi. Radio, télé, tous les jours, BFM, blablabla, tous les jours. Et quand c'est pas ça, vous balancez la dernière émission, l'Allemagne, l'apocalypse en Allemagne, et puis le lendemain, sur toutes les chaînes, vous aviez un truc sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les nazis, les Allemands, enfin bon, bref. Vous voyez ? Tout le temps. C'est impressionnant à observer d'ailleurs, vraiment. Pour en revenir à la mainmise des banques sur les médias, vous aviez révélé, je crois, dans le livre de Blightmaster, que la JP Morgan était actionnaire de TF1, par exemple, à hauteur de 10% à l'époque, peut-être plus maintenant d'ailleurs. C'est même pas moi qui ai révélé, c'est l'un de vos collègues, c'est un journaliste de Lyon, David, qui s'était penché dans le cadre de son... et qui a vu qu'effectivement le JP Morgan était actionnaire. Ils étaient même à 11%, ils sont descendus à 9% parce que ça faisait un peu trop. Donc vous voyez, je risque pas de passer sur TF1. Oui, non mais attendez, vous avez le patron de JP Morgan qui dit écoutez, alors là, il y a un journaliste là chez vous qui a sorti un bouquin sur une note bancaire, alors vous n'avez pas intérêt, sinon on va vous faire chier au prochain conseil d'administration. Mais ça se passe comme ça. Mais ça se passe en langage plus fleuri. Nous n'en doutons pas. Voilà. Vous savez, il y a un livre dont nous aimerions que vous ne parliez pas. Voilà. C'est tout. Donc vous étonnez pas. Alors, les banques aujourd'hui, regardez tous les journaux, ils sont tenus par les banques.
Libération appartient à un banquier, les Inrecuptibles appartiennent à un banquier, Le Monde, le journal Le Monde appartient à un banquier. Comment voulez-vous avoir des informations sur la crise? Tout va bien. J'aimerais qu'on parle de deux pays assez emblématiques de vos développements depuis le début de cette émission. Alors c'est vraiment deux chapitres qui remettent vraiment une chose en perspective, puisque le premier, ça concerne la Serbie et son président Slobodan Milosevic, oui. Que dans nos milieux nous avons un peu porté au nu, non pas pour ses idées, mais parce qu'il représentait notamment il a emmerdé, disons ça comme ça, le nouvel ordre mondial pendant la guerre en Yougoslavie. Et puis c'est vrai qu'il s'était comporté de manière, on va dire ça, virile, héroïque au sein du tribunal pénal international, où il n'a jamais rien renié et il a tenu tête à ses geôliers. Mais il trouve pas beaucoup grâce à vos yeux, le camarade Milosevic. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Moi je reproche au camarade Druge, c'est comme ça qu'on dit en serbe, camarade Druge, au camarade Milosevic d'avoir ruiné le peuple, d'avoir volé le peuple serbe, de lui avoir volé toutes ses économies, littéralement, bien avant de faire la guerre. Il a mis des hommes de paille à lui à la tête de banques pourries. Je vais pas vous lire tout le chapitre parce que ça prend des temps, mais et pendant qu'il volait les économies du peuple serbe, du peuple yougoslave plus précisément, lui prenait l'argent que les travailleurs étrangers en Allemagne, etc., envoyaient en Yougoslavie. Il prenait les Deutschmark, les dollars, les francs français, les francs suisses, etc., et il les prenait et envoyait tous ces sbires en Suisse, où ils alimentaient des comptes privés, notamment surtout à Chypre, qui était la base d'atterrissage de tous les biens que la famille Milosevic a volés au peuple serbe. Milosevic est une ordure. J'ai pas de nom suffisamment fort pour dire ce que je pense de Milosevic, même si beaucoup le voient comme un résistant. Disons qu'il a incarné une certaine résistance à l'oppresseur américain, d'une certaine manière. C'est surtout ça qui est resté. Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'il a joué les mauvaises cartes. Américain, l'OTAN, plus exactement. Voilà, il a surtout joué les mauvaises cartes. Et la preuve, c'est que finalement, Belgrade a été bombardé. Et d'ailleurs, il y a eu cette fameuse opération de manipulation de ce qu'on appelle les posteurs de tir. Vous savez, c'est c'est des agents dormants qui travaillent pour la CIA ou pour le Pentagone et qui, en cas de conflit soudain, doivent marquer un immeuble d'un signal ou d'un traceur laser, je sais pas quoi, pour que le missile guidé puisse trouver sa cible vraiment très précise. Et l'un des agents avait été retourné par les services secrets serbes, et donc ils avaient fait quelque chose d'absolument épouvantable parce qu'ils avaient posé le marqueur sur l'ambassade de Chine. Oui, on se souvient de cette histoire. Bah oui, non, il faut peut-être pas l'oublier ça. Donc vous voyez que la CIA est toujours à l'œuvre. Vous savez, moi j'ai un prédécesseur infiniment, que vous connaissez d'ailleurs très bien, auquel je rends souvent hommage d'ailleurs, c'est Gérard de Villiers. Gérard de Villiers a toujours montré l'étendue du travail de la CIA à sa façon. Il a toujours été aidé d'ailleurs à l'époque par la SDEC et récemment par la DGSE, puisqu'il déjeunait ou il dînait souvent avec les patrons de la DGSE du boulevard Mortier. Il a toujours montré. Il avait même lui-même travaillé pour la CIA. Lui-même était travaillé pour la CIA. Il travaillait pour les deux. Il refilait les infos à Washington et ensuite quand ça chantait à Paris. Gérard de Villiers qui a donné quasiment sa dernière interview de son vivant à réfléchir et agir. Nous en sommes fiers. C'est vrai ? Je serais ravi de lire cette interview parce que ça m'a échappé. Moi j'ai été à son enterrement et d'ailleurs j'étais étonné de voir Marine Le Pen assise à côté de Valéry Giscard d'Estaing. Jolie photo. Ah oui, photo extraordinaire. Non, mais moi j'étais juste derrière, donc j'ai pris en photo, mais on voit juste le crâne. Il est sympa, Giscard, même de derrière. Oui, enfin, Giscard, n'oubliez pas, c'est la loi du 3 janvier. Dans le genre traître à la France, c'est grand. Il se pose là aussi. Voilà, et j'ai une affection encore plus grande pour Gérard de Villiers parce qu'il a demandé à être enterré avec une cravate sur laquelle il y avait que des chats.
des têtes de chat en hommage à tout. Parce qu'il a préféré ce qu'il a aimé dans ce monde, c'est plus ces chats que finalement l'être humain pour lequel, notamment toutes ces femmes, qui l'ont ruiné. Non mais sincèrement, pour revenir à Gérard de Villiers, je dis je suis pas le seul à dire ça. Hein. C'est Gérard de Villiers l'a montré à sa façon dans sa SAS de manière beaucoup plus précise, avec des dossiers pertinents sur le travail de la CIA. Aucun service d'espionnage au monde n'a de tels moyens. Et vous savez, quand vous disposez de la planche à billets, vous pouvez disposer de la plus grande centrale d'espionnage de la planète, hein, et même de la galaxie, ça pose aucun problème. À partir du moment où nos politiques sont assez corrompus pour être acceptés, d'être payés, c'est ça que vous devez comprendre. C'est que nos politiques à nous, en particulier à Bercy, sont tellement corrompus qu'ils acceptent d'être payés en PQ. Tout le monde sait que le dollar est du PQ aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il y a qu'il ne vaut plus rien. Eugène ? Alors, autre pays que vous mettez en exergue dans un de vos chapitres, c'est le Chili du général Pinochet. Alors, le général Pinochet, c'est pareil, c'était, je dirais pas une icône, mais enfin, il avait ça d'intéressant qu'il avait empêché, par la mort d'Allende, il avait empêché son pays de basculer dans le communisme. Oui. Et ça, il faut lui en savoir grâce. Et puis, c'est quand même, malgré tout ce qu'on pense de lui, c'est quand même l'homme qui a assuré une transition démocratique, ce qui a peu existé sous les dictatures communistes. Mais vous avez aussi la dent dure. On a l'impression il a fait du Chili, il a accepté de faire du Chili un laboratoire pour les thèses de Milton Friedman. Absolument, mais c'est vraiment le cas d'ailleurs. Vous savez, on peut pas demander à un militaire. Vous savez, quelque chose m'a beaucoup marqué quand j'étais à Athènes la dernière fois, quand j'avais interviewé toute une série de personnalités, on va dire. Et j'en ai un notamment, un ponte, on va dire, quelqu'un de très très riche qui possède une partie d'Athènes, suffisamment âgé, vous voyez, pour avoir une certaine forme de sagesse. Hein, et pas du tout m'as-tu vu, hein, pas avec la Rolls machin, mais quelqu'un de très discret. Et il me dit, vous savez, les Grecs, nos colonels, quand ils ont rendu les clés à la démocratie, aux politiques dans les années 70, la dette de la Grèce, elle était à 0. Les militaires, ils n'ont pas fait de dette, ils ont géré ça au cordeau. Le pays n'était pas endetté. C'est les politiques qui l'ont pourri par la corruption la plus totale et qui se sont vendus aux banques étrangères, comme toute la famille Papa Andréou, dont la maman d'ailleurs, vous savez, sur les comptes HSBC, on voyait qu'elle avait 400 millions de dollars sur son compte. Sa maman a 92 ans, ou à l'époque 93 ans. Donc la maman du Premier ministre, vous voyez, il va hériter de ces 400 sympa millions. La succession quand même. Voilà, c'est une succession sympathique. Après une vie de travail, on peut avoir un petit capital. Alors, on peut pas tout critiquer comme ça. Donc lorsque le Friedman, la Fed voulait absolument tester les thèses économiques de Friedman sur la planche à billets, et donc ils les ont testées effectivement au Chili. Vous avez quelqu'un qui a beaucoup écrit là-dessus et qui a même fait un très très bon film, hein, c'est Naomi Klein. Hein, c'est pas n'importe qui, Naomi Klein, c'est elle qui le montre très bien d'ailleurs, que tous les travaux justement de la CIA, de la théorie du choc, la fameuse théorie du choc, elle a été testée au Chili. Oh, voilà. Oui, parce que de toute façon, comment dirais-je, l'importance et le rôle de la CIA, comment dirais-je, avec Pinochet n'est plus à démontrer dans tous les cas. Non, mais ils s'en cachent même plus. Je veux dire, c'est un fait établi aujourd'hui. Hein, c'est pas. En plus, les archives sont devenues publiques. Tout le monde s'en fout maintenant de savoir que c'était la CIA qui a piloté le truc. Ils s'en cachent même pas. Ce qui est intéressant en revanche, si vous voulez, c'est de voir ce qui s'est passé au niveau monétaire. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est braquer l'or. Les Américains ont braqué l'or du Chili. Hein, puisque c'était la condition sine qua non parce qu'il fallait bien payer. Vous savez, les Américains ne font pas quand ils vous aident, c'est toujours en échange de quelque chose. Ils vous aident jamais. Hein. Et c'est la raison pour laquelle Roosevelt avait essayé de braquer l'or de la France. Je vous signale, c'est De Gaulle et c'est même l'amoureux qui a sauvé la France une première fois. Hein, il a refusé de donner l'or de la France aux États-Unis en échange de PQ. Hein, j'ai même mis une photo de l'amoureux de c'est très important, même s'il a mal fini, on va dire. Il a sauvé les 4000 tonnes d'or que la France exactement. a à l'époque. Et c'est ça qui a permis à De Gaulle de repartir. C'est ça qui a permis à la France de repartir. Très important ça. Et vous, non, alors dans le chapitre sur le Chili, vous publiez une photo. Alors, je finis parce que vous publiez une photo qui est assez emblématique où on voit le général Pinochet serrer la main de Kissinger, qui est quand même le maître de tous les coups fourrés qu'il y a eu ces 20 ou 30 dernières années. Oui, foireux, oui, c'est clair. Oui, aussi. Oui. Moi, je me souviens de la description de ce que disait Gérard de Villiers sur Kissinger, qui était accompagné de toute une série de dactylos. Je crois qu'il avait une équipe de 10 dactylos, parce qu'à l'époque l'informatique n'existait pas, donc tout le monde tapait à la machine. Hein, et toute
toutes les nanas qui avaient alors elles avaient des ongles comme ça, c'est-à-dire elles avaient jamais tapé la machine de leur vie, quoi. Mais officiellement, c'était des dactylos. Elles avaient d'autres talents, mais officiellement, c'était dactylo. Dont l'actrice Raquel Welch. Ah ouais, qui a été sa maîtresse. L'actrice Raquel Welch qui a été sa maîtresse. Ah ouais, regarde. Ah ouais, ça rappelle des souvenirs, ça, Pierre. Et quand elles sont en maillot de bain dans John Doe, c'est quelque chose. Ouais, extraordinaire. Donc Juste pour finir, parce que vous parliez de Pinochet, il y a cette photo géniale, cette fameuse photo de Pinochet assis dans un fauteuil dans la cathédrale, puisque c'était une messe en l'honneur des troupes chiliennes, et avec les 3 mecs de son état-major derrière lui, avec ses lunettes noires, avec ses lunettes de soleil dans l'église, ce qui est assez paradoxal, mais enfin bon, on considère qu'il y a beaucoup de soleil là-bas. Et figurez-vous que le photographe... Il voulait souder la Patagonie aussi. Cette photo qui a fait le tour du monde a tellement marqué les gens que Coppola, le réalisateur, a pris ce photographe pour devenir le photographe officiel du plateau du film Apocalypse Now. Comme quoi, il y a un fil conducteur, c'est amusant, non, hein, il y a un fil conducteur apocalyptique, je trouvais ça génial. Et vous avez même un autre mec, un artiste que je trouve absolument génial, c'est Alice Cooper. Il a publié au moment même où les Américains faisaient leur défaut de paiement en or, où ils rentraient dans la planche à billets monstrueuse de centaines de milliards. Il a fait l'album Billion Dollar Babies. Et il y a cette photo où ils sont devant des centaines de milliers de dollars posés en pile, et il y a des lapins. Il a mis des lapins qui courent dessus, les lapins qui se reproduisent à l'infini. Mais c'est génial. C'est pour ça que je dis, les écrivains et les musiciens sont des médiums à leur façon. Ils annoncent le futur, ils savent pas trop comment, eux-mêmes ne se rendent pas compte. Mais le meilleur exemple là-dedans, c'est Richard Wagner. Alors, tout ce qui concerne le chapitre musique et Wagner avec la fameuse son opéra où l'or est volé, l'or du Rhin est volé. Attends, c'est extraordinaire. C'est la même chose s'est reproduite. Ils ont essayé de voler l'or du Rhin à Angela Merkel. Ouais, ce qui est surtout extraordinaire, c'est de voir qu'il puisse y avoir une continuité entre Richard Wagner et Alice Cooper. Ça aussi, c'est un truc extraordinaire. Oui. Mais justement, c'est ce qui explique le succès de ce livre, c'est que les artistes sont des prophètes. Oui, les artistes sont des prophètes à leur façon, mais le succès de ce livre, si vous voulez, c'est que c'est ce que me disent. Alors les lecteurs sont unanimes. Je crois que c'est l'ambassadeur d'Algérie, je crois, qui a pété un plomb sur le livre, qui a adoré. J'ai sa lettre là quelque part, ou de Tunisie, je sais plus. Il a adoré ce livre. Il a pris soin de vous écrire. Oui, non mais il y a des gens. On a encore, c'est l'ancienne génération. On fait pas de SMS, ni de email. On écrit une jolie lettre. Alors j'ai reçu une très belle lettre. Il y a l'ambassadeur d'Iran aussi. Alors l'ambassadeur d'Iran, attention. Alors là sa lettre. Alors il me l'a fait grand jeu. Il a tout en lettres d'or. Calligraphié. Ouais. Ah superbe, je sais pas où il fait fabriquer son papier à lettres, mais alors waouh. J'étais impressionné. J'étais favorablement impressionné là pour le coup. Eugène. Oui, vous avez évoqué l'or du Chili avait disparu. Et je montre dans le livre, juste je referme un tiroir vite fait, que 40 ans plus tard, une petite opération de la CIA. C'est très drôle dans le livre, c'est vraiment drôle. Il paraît que il a l'article de la mort, le général Pinochet, mais il aurait 400 tonnes d'or dans un compte HSBC, comme par hasard, comme si le général Pinochet allait se pignoler, c'est le cas de le dire, avec 400 tonnes d'or. C'est grotesque. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, vous avez évoqué Milton Friedman. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots de ces idées, parce qu'elles ont quand même été reprises. C'est quand même l'auteur, le penseur étalon du libéralisme dans ses dérives financières de ces dernières années. Pour nos plus jeunes auditeurs, on en a déjà parlé de ce funeste personnage. Est-ce que vous pourriez nous rappeler 2-3 grands traits de sa doctrine? Le principal, sa doctrine principale, j'ai écouté pas mal de ses interviews pour écrire. Il y a beaucoup de documents d'ailleurs, c'est intéressant sur ce qu'il dit. Sa doctrine principale, et c'est pour ça que la Fed l'a choisi. Vous savez, il y a quand même beaucoup d'économistes, mais on l'appelle l'école de Chicago, les monétaristes. Voilà, c'est l'école de Chicago, les Chicago Boys, blablabla. Mais ce qui a arrangé la Fed en 1969-70, ils savaient qu'ils allaient abandonner le standard or, donc ils allaient partir effectivement, donc ils avaient besoin d'une théorie absolue pour justifier qu'on pouvait
parce que ça s'est jamais passé auparavant, qu'on pouvait vivre avec une planche à billets. Sachant que la seule expérience, enfin les deux expériences que l'histoire a connues, c'est Louis XV, John Law quand même, faut le rappeler. C'est les Français qui ont expérimenté le truc, et c'est Goethe. Du coup, ça a inspiré Goethe, ça a inspiré Mick Jagger, tout ça. Bah oui, je le montre, c'est vachement intéressant. Le Maître et Marguerite, l'air de, vous savez, dans Tintin, vous savez là, quand elle chante l'air de Faust, ça vient de là, ça vient de John Law. C'est la faillite de la monnaie papier. C'est ça l'ère des bijoux. Non, mais c'est important. Et ça a inspiré le Maître Marguerite, donc Bulgakov, et Mick Jagger qui a lu Bulgakov, ça lui a explosé la cervelle. Et dans la nuit, il a écrit A Sympathy for the Devil. Il y avait d'autres trucs qui lui explosaient la cervelle à Mick Jagger aussi. Oui, mais en l'occurrence, là, c'est un livre. il le dit d'ailleurs, parce que Keith Richards avait commenté le truc à l'époque. Et la coïncidence absolument extraordinaire, c'est que Jean-Luc Godard avait été tourner un film à ce moment-là sur les Stones, et il était dans le studio où ils ont enregistré pour la première fois le Sympathy pour the Devil. Donc pourquoi le livre s'appelle 666 ? Parce que le diable est toujours en filigrane. Parce que le rôle du diable, c'est de séparer les gens. C'est quand il y a de l'amour, si vous voulez, c'est de le casser. C'est toujours la même logique, diviser pour mieux régner. Exactement. D'ailleurs, vous regarderez, si vous regardez qu'est-ce qui anime les grands traits du cinéma américain, c'est ils détruisent le monde, alors que ce soit une bombe atomique, les envahisseurs, les ovnis, enfin bon, on en passe des meilleurs, mais ils sauvent le monde. À la fin, l'Amérique a sauvé le monde. Voilà. Le cinéma français qui n'a pas du tout les mêmes finances, c'est toujours une question d'argent. Lui, qu'est-ce qu'il filme, le cinéma, tous les réalisateurs français? Ils filment la destruction du couple. Et quand Jean dit « je vois une bête qui aide la bête argent », c'est une bête qui fait bouger des images et qui parle. On est en 2000 ans avant Jésus-Christ. Il voit des images qui bougent et qui parlent. C'est dans le texte de l'Apocalypse, relisez-le. Il parle du cinéma, de la télé. Des images qui bougent et qui parlent, la première fois qu'on les voit, c'est à partir des années 1900. Les images qui bougent déjà... c'est le début du cinéma, et ensuite, qui parlent ensuite. Et qu'est-ce que vous avez dans le cinéma français ? C'est la destruction du couple. La grande spécialité de tous les réalisateurs français, c'est la destruction du couple. C'est ce qu'on appelle la critique sociale, tout ça. C'est surtout la destruction du couple. Oui, enfin ça c'est arrivé dans un second temps, puisqu'en fait c'est le cinéma réaliste des années 50, la nouvelle vague, La nouvelle vague, c'est la destruction du couple. Ouais, complètement. Vous prenez tous les films de la nouvelle vague, ou ancienne, ou dernière, ou punk, peu importe lesquels, c'est toujours la destruction du couple. D'ailleurs, le dernier film emblématique, le plus symbolique à mon sens, c'est c'est avec Romain Duris, là, où il est embauché pour casser un couple pour séduire Vanessa Paradis, qui est heureusement mariée, enfin elle est heureuse dans son couple, mais il est payé pour détruire son couple. C'est que ça. Donc et la destruction, si vous voulez, de la monnaie, c'est typiquement diabolique. C'est Karl Marx qui en parle mieux, et c'est Lénine qui disait « Nous utiliserons la monnaie pour les détruire, et ils nous vendront la corde pour les prendre ». Karl Marx a parfaitement compris, et Lénine aussi. C'est tout à fait extraordinaire que ces gens-là aient parfaitement compris le rôle, l'important, le rôle majeur que joue la monnaie. Ce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, on a strictement, excusez-moi, on a aucun économiste en France qui a compris le rôle de la monnaie. Ils s'en foutent, ça les intéresse pas. Quand ils osent même pas ils n'osent même pas vous parler de le planche à billets, ils vous parlent de quantitative easing. On a un prix Nobel en économie. Lequel ? J'ai oublié son nom. Il est mort, Maurice Allais, il est mort. Maurice Allais, il était mort, mais il disait techniquement, enfin, il disait des choses bien plus graves que moi. C'est pour ça que vous l'entendiez jamais à la télévision ou à la radio. Il était interdit de télé, le mec. Est-ce que votre livre sur le retour au standard or, qui est vraiment un livre excellent du professeur Antal Fekete, vous faites bien en parler, parce que justement Fekete, lui, montre que la Fed a payé toutes les universités américaines et européennes, japonaises, enfin tout le monde occidental, australien, new-zélandais, pour enseigner les théories de Friedman. Ils ont payé, elles ont payé les universités pour que Friedman soit enseigné. Donc ne vous étonnez pas que Friedman aujourd'hui soit vraiment le truc. Et Keynes, pourquoi Keynes ? Parce que n'oubliez pas, au moment où il y a eu Bretton Woods, qui avait le plus grand stock d'or ? C'était la France. Si on revenait au standard or direct, c'est le pays le plus puissant redevenait la France, économiquement parlant. Il était hors de question pour les Anglais et surtout les Américains que la France puisse jouer un rôle économique. Donc c'est pour ça qu'ils sont mis d'accord pour que le dollar devienne la monnaie mondiale de référence, gagée sur l'or, avec un standard or indirect. Très important de savoir ça. D'ailleurs, c'est là-dessus que j'ouvre
j'en parle souvent parce que je trouve que c'est un très très bon voilà, c'est un très 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 bon résumé. Regardez, en 1935, les stocks d'or français étaient presque à 4000 tonnes. 4000 tonnes, vous vous rendez compte? Vous comprenez maintenant mieux pourquoi les Anglais ont appuyé à Bretton Woods la décision de ne pas revenir au standard or direct, puisque dans ce cas-là, la France redevenait le pays le plus puissant aux côtés des États-Unis. Pire, si vous combinez l'or des Français, Belges, Suisses, le centre commercial mondial se déplaçait dans le triangle Bruxelles-Paris-Genève. Ajoutez le Liban et les pays africains sous contrôle français et belge, et 70% de l'or mondial était francophone. Ajoutez l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande, les pigs. C'est ça les pigs. Vous suivez maintenant? Comprenez les pigs? Pourquoi les traders appellent les pigs? Pourquoi il faut tuer les pigs? Et vous obtenez une masse phénoménale d'or catholique. Et oui. Donc, il importe de voler l'or des pigs. Et c'est le but des Américains aujourd'hui. Et ils ont déjà réussi une grande partie du plan. Félicitations à la CIA. Comment vous expliquez que ce livre d'Antal Fekete, que vous avez édité il y a 4 ans maintenant, qui ressemble d'ailleurs à un lingot d'or, c'est un format un peu d'un lingot d'or, la démonstration qu'il fait dans son livre est limpide sur le retour au standard or. Comment vous expliquez que ce livre n'ait pas eu d'écho dans la classe politique? Vous l'avez envoyé à des élus? Vous l'avez envoyé à des ténors politiques? Non, on l'a pas envoyé à des ténors politiques, d'abord parce que les ténors politiques n'ont strictement aucune éducation économique. Et puis, vous savez, quand Antal Fekete est venu à Paris lors de la conférence, je ne sais pas si vous étiez là, vous aviez tous les envoyés de tous les gens de toutes les banques centrales mondiales qui se sont déplacés pour sa conférence à Paris, que j'avais traduite. C'était très intéressant d'ailleurs. Et au point qu'on a refusé du monde. C'était absolument étonnant. Le livre d'Antal Fekete, même si les politiques l'avaient lu français, de toute manière, ça ne changerait strictement rien, puisque aujourd'hui le pouvoir est donné à Bruxelles et à la Banque Centrale Européenne. Et la Banque Centrale Européenne, il est hors de question, pour Draghi l'a dit encore, je veux parler de tout sauf de l'or. Moi, je voudrais revenir sur on abordait rapidement là, en première partie d'émission ce combat très très violent et très intense entre les États-Unis et notamment la Russie et la Chine. Et j'aimerais qu'on développe un peu plus ce côté-là de la chose. Quelle vision vous avez, quel avenir par rapport à ça, et c'est quoi la finalité en fait, au-delà du fait de s'approprier de l'or et ainsi de suite. Mais on est dans une logique et cette logique, elle peut amener à quoi et elle peut amener vers où? Elle peut amener à la guerre tout simplement. D'ailleurs, elle a déjà commencé. Moi, j'ai vu ce matin une dépêche de Reuters dans laquelle la marine américaine est allée rejoindre la marine chinoise, rien que pour les emmerder, autour d'une île qui appartient au Japon, où le Japon le dispute aux Chinois, je sais pas quoi, peu importe. Enfin, toujours est-il que Obama a décidé d'envoyer des navires de l'US Navy pour les emmerder. Oui, rien que pour les emmerder. Chaque fois que ce soit les avions de chinois, chaque fois que les Américains peuvent les ennuyer, ils le font. Et maintenant, la provocation a été inversée. C'est-à-dire que maintenant, ce sont les Chinois, les pilotes chinois ou les bateaux chinois qui viennent se friter, qui viennent carrément même voler dans les eaux territoriales américaines ou de leurs alliés, etc. On va vers la guerre. Les Chinois méprisent les Américains. Ils les méprisent parce qu'ils savent que leur monnaie ne vaut plus rien. Ils ont surtout les moyens aujourd'hui de pouvoir les mépriser, justement, c'est ce que vous disiez, puisque cette lutte à mort pour la possession de l'or, est-ce qu'elle est en train de tourner à l'avantage de ces gens-là? Elle a déjà tourné à l'avantage de la Chine, ça c'est évident, puisque la Banque Centrale Chinoise a refusé de donner ses stocks d'or. On a des quantités théoriques, ils sont encore loin mais je pense que ils devaient les donner il y a à peu près 15 jours, mais ils l'ont pas fait, parce que je pense qu'ils attendent d'avoir une quantité suffisante pour dire au monde, voilà, nous on a tant d'or et on vous emmerde. Donc les Américains du coup vont se retrouver vraiment extrêmement embêtés. Et d'ailleurs, rappelez-vous l'opération soudaine de la France, de l'armée française qui a été envoyée au Mali. On s'en tape du Mali. On s'en fout du Mali. Le Mali, ça n'a aucun intérêt. Il y a que des chèvres et des chameaux, soi-disant pour aller se battre contre quelques islamistes dans leur pick-up. Mais le problème du Mali, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup de mines d'or au Mali. Et qu'il était hors de question pour les Américains, et ce sont les Américains qui ont demandé à Hollande d'aller intervenir au Mali. C'est pour défendre les mines d'or. Tout simplement. Faut jamais oublier, le Mali est un des principaux producteurs d'or africains. Eh oui. Dès que vous regardez sous le prisme de l'or, toute la politique, la géopolitique, devient tout à fait limpide. Ça devient tout d'un coup très clair.
Parce que c'est un peu comme des jouets, vous voyez. Ah bah nous on veut ça, donc on va poser nos troupes là-bas il y a de l'or, donc on y va. Et justement, dans ce contexte-là, l'affrontement qui est en train de se jouer en Europe, en Ukraine actuellement, vous l'analysez comment, ce bras de fer entre la Russie, entre Poutine et au-delà des États-Unis, je dirais l'OTAN dans sa grande... Alors ça, c'est une analyse que je donne depuis maintenant techniquement 2008. Hein. J'ai pas bougé d'un iota là-dessus. La preuve, c'est que les faits m'ont donné raison. Pour masquer la faillite des banques américaines, et à un moment donné, elle aura lieu, l'idéal... Un gouvernement comme les États-Unis ne peuvent pas se permettre de voir la JP Morgan Chase ou Citibank ou Wells Fargo faire faillite. Toute seule comme ça. Hein. Voilà, Wall Street explosé à nouveau. Il faut que ce soit à cause de quelque chose. En l'occurrence, à cause d'une guerre. Et aujourd'hui, la seule façon, si vous voulez, d'une part pour les Américains de ne pas rembourser leurs dettes colossales, hein, parce qu'ils ont quasiment 20 trilliards des sommes, mais je ne sais même pas combien il y a de zéro, de bons à trésor à payer à tous les autres deux pays. Quand un pays est en guerre, il n'a pas à rembourser ses bons du trésor. C'est pratique. Voilà. Donc, ce que vous voyez, le scénario qu'ils ont créé en Ukraine était calculé à l'avance. Parce que, d'ailleurs, vous avez même quelque chose qui a attiré l'attention de toute la population européenne sur l'Ukraine. Hein, c'était bien avant que tout ça dégénère. Regardez bien, c'est qui ? C'est les Femen. Les Femen, elles ont commencé à faire leur cirque il y a 4-5 ans. Et il n'y avait pas la crise ukrainienne. Vous voyez ? Et c'est progressivement comme ça que l'étau s'est resserré. Et si vous lisez bien le livre de Zbigniew Brzezinski, il dit que la seule façon d'empêcher la Russie de redevenir un empire, c'est de le priver de l'Ukraine. Voilà, c'est que vous avez. Et ils vont tout faire pour l'empêcher. Les Allemands, à la demande des Américains, ont envoyé 25 ou 30 chars Léopard en Ukraine. Il y a plusieurs bataillons de chars américains qui ont débarqué il y a 3 semaines en Lituanie ou en Estonie, je ne sais plus. Des instructeurs anglais aussi. Je parle même pas des instructeurs, là je vous parle des bataillons. Hein, je veux dire, quand ils arrivent, ils débarquent avec 50-70 chars. Il y a un bataillon de chars français, me semble-t-il, qui a également. Enfin bon, bref, en ce moment même, depuis maintenant à peu près 8 mois, ils sont en train d'accumuler. Et moi j'ai vu dans ma revue de presse que des gros achats colossaux de munitions et de chars et d'hélicoptères ont été faits entre mi-2009 et jusqu'en mai 2012. Là, ils ont fait le plein de munitions et ça s'est arrêté d'un coup et donc maintenant ils sont prêts. Par les Américains, vous voulez dire ? Pardon ? Par les Américains, vous voulez dire ? Par tous les pays proches des Américains et en même temps les Russes eux-mêmes ont... Mais financièrement, est-ce que les Américains ont encore les moyens de leurs ambitions après l'Afghanistan, après la Syrie, après l'Irak ? Le dollar ne repose que sur l'armée américaine. Hein. Mais le problème des Américains aujourd'hui, c'est que même la planche à billets ne leur suffit pas pour maintenir toutes leurs unités. C'est que l'armée américaine, comme l'armée française, a été quand même... ils ont enlevé quasiment, je sais plus, 20 ou 40% des troupes au profit de troupes privées auxquelles on n'a pas payé de retraite, etc. Je le rappelle, hein, c'est quand même le point important, parce que vous êtes militaire, hein, vous le savez. Après, vous avez une super retraite. Enfin, vous avez une retraite complémentaire pour service rendu à la patrie. Hein, voilà. Là, non, ils sont en train d'essayer de se débarrasser de ça parce qu'ils ne peuvent pas le payer. C'est toujours une question d'argent. Hein. On revient à ça. Eugène ? Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. J'aimerais qu'on rappelle quand même quelques titres de la collection du Jardin du Livre, hein, les éditions qui sont dirigées par Pierre. Je suis directeur littéraire, parce que c'est Marie-Hélène Carvarac qui est la grande patronne. Hein, je suis plutôt directeur, je dis voilà, moi je dirige toute la partie économique. D'accord. Et donc, je voudrais qu'on rappelle un certain nombre d'ouvrages qui me paraissent capitales de lire et de faire circuler. Évidemment, il y a la biographie de Blythe Master, cette banquière démoniaque de la JP Morgan à l'époque. Écoutez, alors justement à ce sujet, si vous allez, alors je dis ça à vos auditeurs, allez sur mon site, donc sur quotidien.com, et là vous avez dans le menu vous avez un truc qui s'appelle Toile inspirée à. Donc c'est tous les artistes qui ont été inspirés par mes livres. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est Blythe Masters qui a le plus inspiré les gens.